Alors bonsoir et bienvenue à toutes et tous. C'est un plaisir de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode du Brain to Brain Lab à l'EPFL qui est aussi dédoublé à Neuchâtel. Donc aujourd'hui on va parler de l'industrialisation des workflows IA. Charles-Édouard nous donnera plus de détails sur ce que ça veut dire. Je me permets aussi de faire une petite introduction sur l'association AI Suisse. Quelle est notre mission, notre but, pourquoi on existe. Comme vous l'avez vu, l'IA générative a fait un grand boom, ça a fait très, très vite sensation. Et on a vu que beaucoup de gens avaient envie de s'y intéresser, avaient envie d'apprendre, mais il y avait aussi des peurs et aussi peut-être une information qui n'était pas toujours très objective ou pertinente. En tout cas, si on regarde les médias, je pense qu'on peut rester à la maison bien cloîtré chez soi parce qu'on a tous peur de cette méchante IA qui va tous nous asservir. Donc le but ici, c'est vraiment de prendre le contre-pied de ça et vraiment d'aller dans l'IA qui nous est utile, qui peut nous aider et qui fera, on l'espère, vraiment un monde meilleur. Donc voilà, sur ces belles paroles, l'association, son but, c'est ça, c'est de vulgariser en fait cette intelligence artificielle avec des outils que vous pouvez maîtriser, des outils performants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont chers ou qu'ils sont compliqués ou qu'ils sont difficiles d'accès. Au contraire, Charles-Édouard nous donne les meilleurs outils, mais de manière facile à utiliser et surtout hyper performants. Donc c'est ça le but, c'est de bâtir des ponts à travers l'IA, à travers les cantons, à travers les différentes professions, les différentes vocations de tous les horizons pour que l'écosystème de l'IA en Suisse devienne fort et surtout que vous puissiez ensuite en profiter et adopter cet outil fantastique, enfin, merveilleux, professionnellement ou aussi dans votre vie privée. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Charles-Édouard, notre expert du jour, qui vous conduira à travers les workflows IA. Merci, merci. Ouais, j'ai pas besoin. Ouais, voilà. Alors bienvenue à tous. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est familiarisé avec cette interface, donc je vois qu'il y a quelques visages nouveaux, ça risque d'être un peu plus douloureux pour ces personnes-là. Mais voilà, on a fait pour l'instant un cheminement qui se veut nous amener vers la maîtrise des workflows, disons textuels, donc juste en termes d'interaction avec ces IA qui maîtrisent le langage. Mais on a bien vu que si on était sur un chat GPT ou autre, si on veut faire quelque chose de relativement complexe, on est vite perdu. On ne sait pas trop où on en est dans nos prompts, on a un contexte qui est flou, on n'a pas forcément un historique, on ne sait pas trop quel contexte il met, on doit ajouter, joindre quelques fichiers par-ci par-là, et puis on ne sait plus trop exactement ce qu'on a mis ou pas. Donc même sur des outils qui est grand public qui s'étoffent, parce qu'il y a maintenant des Canva, ce genre de choses où on peut gérer quelques fichiers, on n'a pas la puissance un peu traditionnelle d'un outil professionnel de gestion de fichiers. Là, c'est un outil qui est voulu pour les codeurs à la base, qui s'appelle Cursor AI, mais qui est essentiellement voilà, la plateforme traditionnelle VS Code. C'est une version de VS Code qui est utilisée vraiment par énormément de développeurs dans le monde, et donc qui permet toute la finesse des manipulations de fichiers, du code. On a accès à un terminal, toutes les choses qu'on veut là-dessus. On peut créer des choses extrêmement complexes en termes de site web, d'app et tout ce qu'on veut. Donc, greffer de l'IA par-dessus, ça nous permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Et ce que j'aimerais faire passer ici, et on l'a déjà fait en partie, c'est que ça a du sens, vu que l'IA est relativement technique, et puis qu'on peut être bloqué dans ce qu'on veut faire avec des manipulations de fichiers et autres, de faire ça sur une plateforme comme ça. Comme ça, si jamais on arrive à un moment où c'est trop complexe pour un chat GPT, et ben là, on n'est pas bloqué, on peut aller plus loin. Et en plus, on peut structurer très différemment, comme on va le voir, pour que la façon dont on réagit avec, enfin, quand on interagit avec l'IA, elle puisse être structurée, versionnable, qu'on puisse avoir quelqu'un d'autre qui revienne sur quelque chose qu'on a fait, puis savoir ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, relancer les mêmes workflows. Donc, le but, c'est vraiment d'industrialiser, en guillemets, enfin, en tout cas, de permettre de créer toutes ces choses dans le contexte soit personnel à une grande échelle ou alors à l'échelle d'une entreprise, même si on a envie. Donc, pourquoi on fait ça? Disons, comme j'ai dit, on a voilà, deux scénarios. En gros, d'habitude, on fait un prompt, on demande à l'IA, on a une espèce de résultat, puis un peu d'espoir que ça marche. Et là, on va commencer par construire un workflow. Donc, on avait déjà vu comment structurer des instructions pour l'IA, un petit peu, pour la forcer à s'organiser en tâches et ce genre de choses. On pourra revenir dessus. Et ensuite, on peut faire une couche au-dessus de ça qui va permettre de
à l'IA d'aller lire ses propres instructions et puis d'exécuter en gros des tâches de façon répétée. Donc on peut avoir une espèce de workflow éprouvé et puis après une validation de ces workflows. On peut faire évoluer ces choses-là avec des versions, même si on a envie, si on veut structurer davantage. On peut les améliorer au fur et à mesure et puis après atteindre idéalement une certaine productivité collective. Donc, juste pour vous dire, alors là, vous aurez ce tutoriel en ligne. J'ai créé un repo Git avec ça que j'ai partagé, donc vous l'aurez. Il y a l'ensemble des tutoriels qu'on a fait là-dessus et puis aussi ce code ici pour pouvoir exécuter ces choses-là. Donc tout est dessus, normalement, sous un format qui est relativement facile à comprendre. Je voulais aussi me démarquer, me défaire directement de ce contenu, sachant qu'il y a aussi un workflow là-dedans sur créer ce tutoriel. Donc c'est pas moi qui l'ai créé. Il est relativement bien structuré, mais j'avais envie de montrer volontairement que l'IA peut faire quelque chose de très bien si elle a donc les workflows que j'avais créés en code. Elle a créé le tutoriel que vous voyez toute seule. Donc voilà. S'il y a des mots qui ne vous plaisent pas, voilà, c'est l'IA, c'est pas moi. Et je voulais donc vous rappeler, donc la dernière fois, pour ceux qui étaient là, on avait parlé surtout d'un fichier d'instruction, de comment structurer ça. On va le revoir. Là, en fait, à chaque fois qu'on a un type de workflow, peut-être que dans un certain projet, ça peut être un drive partagé, ça peut être un repo GitHub, ça peut être une base de données personnelle sur Obsidian ou ce genre de choses. On peut rajouter, disons, un dossier qui pourrait s'appeler _workflow, donc qui apparaît en haut de liste. Et puis après, un certain nombre de use cases avec à chaque fois des instructions pour l'IA qui sont faites pour elle, et puis un fichier qu'on va appeler run, enfin, toujours en Markdown parce que c'est le langage agréable, c'est un format texte facile à manipuler pour l'IA, où on lui donne simplement les inputs à ces instructions. Parce que si on a des instructions d'écrire par exemple un post LinkedIn, l'input, ça serait par exemple, c'est pour cet événement et cette date. Ça, il ne peut pas l'inventer. Le workflow est toujours le même, mais il faut quand même pouvoir mettre quelques détails dedans. Donc c'est un peu, pour ceux qui codent, c'est un peu comme si on avait le code et la configuration dans un run. Donc ça, c'est juste l'architecture de base qu'on va essayer de voir. Et puis après, on peut versionner les choses pour pouvoir tracer la progression. On peut revenir à des versions plus stables au besoin. C'est assez agréable si on a des versions d'instructions qui sont 1, 2, 3, etc. On peut revenir à une version en disant non, ça marchait mieux avant. Et puis faciliter le travail d'équipe parce que n'importe qui arrive sur ces fichiers, en principe, il peut faire tourner le truc. Et ensuite, on a une validation. Alors ça, c'est essentiel, évidemment. À chaque fois qu'on a du contenu, on va essayer de structurer de telle façon à ce que l'utilisateur il puisse valider au fur et à mesure ce qui se passe. Donc pas dire je presse boîte noire pendant 1 heure, puis après je suis content du résultat, mais je regarde et j'affine et je dialogue avec l'IA pour affiner directement. Et là, j'ai créé, donc sur Cursor, on a ce fichier Cursor Rules qui permet de juste définir un cadre. Et là, je lui ai dit un truc très simple, on pourrait l'étoffer bien plus, mais en disant qu'à chaque fois qu'on génère un fichier ici, on va rajouter derrière validation required. Comme ça, si on sait qu'il y a un truc qui a été généré par l'IA là-dedans, il y a un validation required, on sait que voilà, potentiellement il y a un truc à relire, et puis on peut les distinguer un peu plus facilement. Parce que si on laisse l'IA, on avait vu sur Cursor, elle peut facilement toucher à tous nos fichiers. Si on n'a pas ce genre de mécanisme, on peut aussi, à moins qu'on ait Git, facilement se perdre sur ce qu'on a changé ou pas. Donc voilà pour ça. Et donc l'anatomie d'un workflow, d'abord il y a le fichier d'instruction. Donc là, pour rappel, je vous avais proposé de structurer ça comme ça. Il y a plein de façons de faire, mais disons, si on le fait un petit peu structuré, on a peut-être un petit tableau en Markdown qui dit voilà, ça c'est la version du workflow, une date et puis une petite description de ce que c'est. Et puis après, ça c'est des instructions qui sont faites pour l'IA. Donc il faut d'abord peut-être définir un but. Donc là, c'est pour un post LinkedIn, on pourrait dire voilà, rapidement, générer une invitation détaillée pour un événement, brain to brain. Donc là, juste vous avez mis en jaune, donc c'est un but clair pour avoir un résultat précis. Et puis après, on peut définir, si on veut, un output. Donc là, ce serait par exemple, mettons post dans un fichier qui s'appelle LinkedIn Post, et les besoins et les spécifications. Donc les besoins, c'est un peu les besoins de haut niveau, comme des requirements en entreprise, où on aurait, voilà, il faut que le format au minimum soit cohérent avec les invitations passées, par exemple. Et les spécifications, c'est comment on réalise ces besoins-là, techniquement. Donc on spécifie par exemple un style d'écriture, ça pourrait être, on pourrait dire voilà, j'aimerais que ce soit professionnel mais accessible à tout le monde, direct, concis, etc.
Donc des critères précis pour ne pas avoir trop de surprises sur ce qui va être généré. Et ensuite, ce qui est absolument crucial, parce qu'on avait vu que Cursor permet d'exécuter des tâches qui vont après affecter nos fichiers. Donc là, on va lui demander, ou le faire nous-mêmes dans le fichier d'instruction, de structurer ça en tâches, en étapes à réaliser, une par une pour réaliser le projet en entier. Donc là, par exemple, il y aurait peut-être une collecte des inputs, donc les informations sur l'événement, des exemples de posts passés. Après, rédaction, on pourrait dire d'un coup, mais sinon, on pourrait structurer d'abord introduction, le contenu principal, et puis à la fin, étape cruciale, une sorte de contrôle qualité, pour être vraiment forcer l'IA à s'auto-vérifier et puis se corriger au besoin. Et ensuite, quand on a ce fichier-là, on peut coller par-dessus un fichier run où on dit, voilà, maintenant, c'est le contexte, tu as un workflow pour faire des posts LinkedIn. Les instructions sont là, donc on les joint toujours avec la mention at sur Cursor qui se réfère à du contexte. Donc on joint ce fichier-là. Et ensuite on dit, voilà les inputs. Donc là, les détails de l'événement, j'ai décrit brièvement ce que c'était dans un petit fichier brut, des informations brutes. Et ensuite, les exemples passés, tu peux les trouver dans Event. Donc là, je vais juste vous montrer ce que ça fait en pratique. Donc là, vous en aurez toute une batterie de ces workflows. Vous pourrez essayer vous-même, mais donc là, on a le workflow qui est dans communication. Donc là, c'est exactement le même fichier d'instruction qu'on vient de voir. Et on a ce run. Alors là, je vous ai un petit peu détaillé ce qu'il faut mettre dans chaque partie. Mais on ouvre Composer avec commande I toujours. Et puis là, on peut simplement copier-coller le run. En gros, le but de ce run, c'est vraiment de le copier-coller dans Composer. C'est directement les instructions pour Composer. Donc là, vu qu'il y a les commentaires pour vous, je vais remettre. Donc ça, on se réfère à ce fichier d'instruction. Les inputs, les détails de l'événement, j'ai créé un petit fichier ici dans l'événement avec des informations brutes. Et les exemples passés, on peut mettre soit un exemple précis ou juste donner accès à toute la codebase. Et juste pour vous donner une idée, là, donc, les informations que j'ai données, ce n'est pas grand-chose, ça n'a pas besoin d'être structuré, ça peut être dans la langue de votre choix, peu importe. Mais là, j'ai dit, voilà, c'est un événement pour passer d'un à plusieurs workflows. Je n'ai pas trop spécifié ce que ça signifiait. Le but, c'est de manager efficacement des workflows à l'échelle d'une organisation. J'ai donné la date, l'heure, évidemment l'adresse, parce que ça, il ne peut pas l'inventer. Un lien pour l'inscription, et puis peut-être 2-3 prérequis. Donc là, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'aurais pu écrire même à la louche avec des typos partout. Ça n'aurait pas été important. Et si on lance le workflow, simplement sur la base des instructions et des inputs qu'on a donnés, là, il nous dit, voilà, je vais créer ce fichier qu'on a dit, qui est bien nommé avec validation required. Je lui ai dit où le placer, donc il va le placer dans l'événement en question. On le voit ici. Donc là, on peut regarder ce qui s'est passé si on clique sur l'événement. Donc on a un fichier qui s'est créé, voilà. On a la possibilité d'aller dessus, alors soit dans le panel de Composer ou soit directement dans les fichiers là. Et on voit en fait un diff de ce qui a été rajouté. Donc là, il n'y avait rien. Donc il a tout rempli en vert. Avant, c'était la partie en rouge. Rouge, c'est ce qu'il y avait avant, en vert, c'est ce qui s'est ajouté. Puis là, on voit que si vous connaissez un peu, pour avoir les exemples qu'il avait, c'est quasiment ce que je vous ai envoyé pour l'événement. Donc je n'ai pas forcément grand-chose à faire. Tout s'est contextualisé par rapport à ce que j'avais dans ma codebase, ce qu'ils savaient de moi, et puis les 2-3 descriptions. Donc j'aurais pu faire une invitation en un run, disons, avec quelques informations. Donc c'est un peu le type de choses que je veux vous montrer. Donc là, disons, on peut rejeter ça. Si on ne veut pas modifier nos fichiers, on peut toujours revenir. Ça, c'est aussi une fonction qui est agréable sur Cursor, c'est que si on n'est pas content, on dit soit on réapplique tout, soit on rejette tout. Et puis on a toujours des check-out, donc des points intermédiaires avant chaque étape qu'on a faite. Donc là, on peut faire un check-out ici, puis on est sûr que l'état des fichiers revient à avant qu'on ait fait quoi que ce soit. Donc maintenant, on peut enlever ça. Maintenant, ce que je voulais montrer, c'est en fait, souvent, c'est assez douloureux de faire des workflows parce que il faut s'asseoir et puis penser
quel type d'instruction on pourrait faire. Et puis, il faut structurer, il faut créer ces fichiers instructions avec instruction, puis un run et toutes ces choses-là. Donc pour simplifier la tâche, en fait, on peut faire des workflows qui créent des workflows. Donc ça, c'est ce que je vous ai mis ici. On peut faire une espèce de factory de workflows et d'instructions. Et donc, on peut après, en une ligne, une idée vague, déjà créer des fichiers d'instructions ou des workflows qu'après, on pourra affiner. Donc là, je voulais vous montrer un exemple. Imaginons qu'on ait, voilà. Alors, comment ça marche? C'est pas très compliqué. Il y a un fichier d'instruction qui, en gros, dit crée tous les fichiers nécessaires pour un workflow, mets-les à un certain endroit dans un dossier qui s'appelle generated. Comme ça, je sais que c'est dans cette partie-là. Je peux récupérer mon workflow. Et puis, je dis ne modifie aucun des fichiers existants. Il s'agit juste de faire un workflow, pas de modifier quoi que ce soit. Et je lui donne 2-3 instructions, surtout s'inspirer des workflows existants. Comme ça, il structure de la même façon, toujours. Donc, ce n'est pas extrêmement compliqué. Et si le run est encore plus simple, là, pour créer un workflow, on peut simplement le prendre encore une fois dans le Composer. Et puis là, voilà, on a les instructions. J'ai mis add codebase pour qu'il ait accès à tout le contexte de ce que j'ai créé, donc tous les workflows existants en gros. Comme ça, il va toujours être en ligne avec ce que je fais d'habitude. Et puis après, on peut se faire plaisir avec n'importe quoi. Donc là, je ne sais pas si c'est créer un nouveau workflow pour, je ne sais pas, quelle idée vous avez. Mais est-ce que vous avez une idée particulière ou un truc que vous auriez voulu réaliser depuis toujours? Vous n'arrivez pas sur ChatGPT? Bon, on peut imaginer, voilà, je sais pas, créer un chatbot avec une certaine librairie Python, voilà, disons. Peut-être que pour un workflow, ce serait mieux de faire quelque chose qui se répète, mais disons, on pourrait... Ouais, je sais pas, vous avez une idée particulière? Vous avez aucun workflow qui... Moi, il y a une chose que je fais régulièrement, c'est que je reçois du retour client par email, et puis j'ai besoin de structurer pour en faire des nouveaux besoins qui rentrent dans le développement du produit. Du coup, alors, plus que la réponse, ce qui m'intéresse, c'est justement les structurer comme des user requirements que je peux après rentrer dans mon Confluence, par exemple. Ouais, un peu ça, quoi. Non, c'est le client. Et transformer ça dedans. Transformer le client email. Ouais, c'est le client qui envoie un email, et donc là, c'est répondre à un client et transformer sa demande par email en user requirement, disons. Non? À peu près. On n'a pas besoin d'être... On peut écrire en partie en allemand, en chinois, et puis mal formulé, l'IA va comprendre, c'est ça l'avantage. Donc si on lance ça, on va voir ce qu'il fait. Donc là, on voit les fichiers qu'il va générer. Il dit, voilà, je vois que vous voulez créer un nouveau workflow, blablabla. Il dit dans quel dossier. Donc là, on se retrouve avec Generated, c'est le workflow. Et je l'ai instruit de mettre déjà dans un dossier que je pourrais tirer comme workflow après, le mettre n'importe où dans ma codebase. Donc là, il l'a appelé Client Email to Requirement. Il y a un fichier d'instruction qu'il a créé et un run. Et puis là, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là, il a écrit le but, c'est d'analyser un email client, en extraire des user requirements structurés exploitables, en s'assurant de capturer tous les besoins explicites implicites, créer tout ça dans un dossier existant, style d'écriture, des requirements clairs concis, voilà, ça on peut ajuster. Et puis là, il demande à l'utilisateur l'email, le contexte du projet optionnellement, et puis un template de requirements si jamais il y a besoin. Bon, ça me convient assez bien, ce sera un workflow qui n'est pas trop loin de ce que j'aurais écrit moi, disons. Et ensuite, analyser l'email, structurer les requirements en faisant un fichier de requirements, générer des questions de clarification s'il y a besoin par rapport à voilà, et valider à la fin que tous les besoins soient là et tout ça. Là, en l'état, il n'est pas trop loin de ce que moi j'aurais créé pour faire la tâche. On peut ajuster un peu. Après, c'est ça l'avantage d'être sur Composer, c'est qu'on peut dire, écoute, je sais pas, c'est là où le dialogue s'installe, où on peut dire, écoute, ta validation, je m'en tape, voilà. Évidemment qu'on ne voudrait pas ça. Mais là, si on lui dit ça, et
eh ben, il va forcément restructurer et normalement, il devrait enlever cette partie-là. Qu'on devrait voir en rouge apparaître. Donc là, il a rajouté dans un autre fichier. Donc là, voilà, il n'y a plus forcément... Ouais, il a mis à la fin. Ouais, peut-être que j'étais un peu trop grossier pour qu'il fasse quelque chose, mais... Ouais, là, il a essayé de simplifier la validation, mais il n'a pas pensé à la partie validation. Donc bon, je lui dis enlève la partie K, ça serait plus clair. Et puis là, du coup, il ne va pas régénérer un nouveau. À chaque fois. Comment? Il fait une version à chaque fois. Non, 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 là, c'est juste que là, dans le requirement pour faire un nouveau workflow, j'ai pas mis le validated. Oui. Mais là, vu qu'on est en général, il a généré un nouveau fichier, du coup, il a mis le validation required. C'est pour ça qu'il a fait un nouveau. Mais voilà, donc là, il a enlevé cette partie-là. Enfin bref, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ces workflows, on peut, voilà, en discutant avec l'IA, en disant « Ah non, cet élément, j'ai pas envie. Là, j'aimerais… » On pourrait même prendre un email existant puis dire « Bah voilà, ça c'est le ton, alors traduis-le en ton pour que dans mes instructions, ça soit mon ton, ça décrive mon ton habituel, etc. » Une fois qu'on est content du workflow, on l'a pour toujours, on peut le relancer, y a pas de, on peut le versionner, on peut faire tout ce qu'on veut. Et là, juste pour réaliser tout ça, j'ai écrit une ligne, hein. On l'a écrit ensemble, c'est rien de spécial. Donc on a déjà un workflow qui marche, à peu près, disons, qu'on pourra affiner en 3 fois rien. Et là, on a fait un truc très simple, mais on pourrait se dire, j'aimerais écrire un livre sur je sais pas quoi, et puis j'aimerais que ça soit des papiers scientifiques qui alimentent et tout ça, etc. Donc là, on va rejeter ces changements, revenir. Donc je ne sais pas si vous avez des questions déjà à ce niveau-là, si vous voyez un peu où ça va. Quel est l'avantage de faire ce genre de choses, ouais. Est-ce que pour le contexte, il est capable d'aller chercher du contexte qui est sur des sites web? Oui, alors ouais, ça c'était la première partie qu'on avait faite, mais du coup tu n'étais pas là. Mais le contexte, il a accès à toute une batterie de contexte. Il y a ici, on peut le voir, si on ouvre le chat, on a les mentions. Donc si on tape après il ouvre ce truc de contexte. Puis là actuellement, on peut mettre des files, donc des fichiers particuliers, des dossiers. Donc si on dit c'est plutôt cette librairie-là et celle-là qui m'intéresse, ou je ne sais pas. On peut donner du code, donc un autre repo, on peut d'aller chercher sur le web. Ça c'est toujours un peu flou parce qu'il va écrire une recherche. Voilà. On a de la documentation, ça c'est aussi différent par rapport à ChatGPT, c'est qu'on a des documentations qui sont pré-indexées, donc par exemple celles de Python et autres, chaque jour elles sont indexées, donc on peut y avoir accès là. Donc si jamais on trouve que Claude 3.5, qui est le modèle qui est utilisé là dans le chat, il a un contexte d'il y a 6 mois et puis qu'il n'a pas la documentation qu'on souhaite, on peut rajouter @doc et puis dire c'est le Python d'aujourd'hui et puis voilà. Ça arrive assez souvent. Voilà. Donc, et Codebase, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a. Évidemment que dans cette fenêtre-là. Donc oui, il y a pas mal de possibilités de contexte et c'est évidemment pas mal plus puissant que ChatGPT parce qu'on n'a pas grand-chose à faire au final. On n'a pas à joindre 15 000 trucs ou etc. Alors, Ouais. et tout ça vit dans ces fichiers-là. Alors moi, je me demande comment est-ce qu'il prend note d'un email. C'est avec un copier-coller qu'on lui donne l'email C'est ça, qui ouais. arrive. Ouais. Alors ça, il faut un peu jongler avec les formats parce que les plateformes grand public, elles capitalisent beaucoup là-dessus. Elles disent « Ah, on a fait un connecteur pour lire vos fichiers Word. » ou je sais pas. Ça sert à rien. Ça, je veux dire, on peut copier-coller sur Word et puis le mettre dans un fichier ici. Il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de structurer. Moi, j'ai des fichiers, typiquement les PDF. Soit on peut travailler avec des librairies comme DocLink d'IBM ou ce genre de choses qui arrivent à convertir ça super précisément en Markdown et autres. Mais l'IA, on fait copier-coller sur un PDF, il y a des numéros de page, des footnotes et tout qui s'overlappent. L'IA, elle comprend très bien en général quelle était la structure de base. Donc j'ai jamais en tout cas rencontré un problème par rapport à ça. Et on n'a pas besoin de vraiment très structurer. Si ça sort d'un PDF, ça sera visible. Et puis elle va comprendre que ça c'était un tableau, ça c'était ci, ou etc. Donc en général, il n'y a pas trop de problème par rapport à ça. Oui, mais Ouais. je me pose tout juste la question pour la connexion avec le monde extérieur. Après, ça crée un fichier là, et si je voulais le mettre sur Confluence, faudrait… C'est ça, il y a des formats. Copier-coller aussi, on ne donne pas accès avec…
Non. ton user write, quoi que ce soit. On pourrait faire ce genre de truc, mais on générerait d'abord des fichiers dans la code base et après on aurait un connecteur qui fait via API, voilà, un truc standard en code. Donc ces choses-là, bilatérales, c'est surtout beaucoup plus facile d'ingérer, de reformer un PDF, ce genre de choses. Ben, là, il n'y a aucun outil d'IA qui fait ces connecteurs efficacement. Au final, on se retrouve avec le même problème que quand on fait du code. On a un fichier, puis il y a des librairies pour le formater. On peut faire ça, mais c'est évidemment pas c'est pas le but de cette IA. Donc c'est pour ça qu'on travaille souvent avec des fichiers, pour moi en tout cas en Markdown. Et puis, ouais. C'était justement pour demander par rapport à l'historique. Ouais. Donc peut-être ça a été dit dans une des précédentes vidéos, mais comment est-ce qu'il retient justement l'historique? Comment est-ce qu'il est consistant justement dans ses réponses? Donc, je prends l'exemple de l'histoire. S'il écrit une histoire, comment est-ce qu'il peut se rappeler, par exemple, tous les événements qui sont passés avant? Alors, comment est-ce qu'il va gérer ça? Donc, les LLM en général, ils ont une fenêtre qui passe dans un gros transformer, et puis dans cette fenêtre de contexte, on peut mettre une quantité limitée d'informations. Donc, il y a des contextes longs, donc on peut activer un long context chat, par exemple, où là, c'est jusqu'à 200 000 tokens, donc c'est vraiment énorme. C'est je ne sais pas combien de milliers de livres, mais bon, voilà. Donc, si on veut, on peut faire ça. Et du coup, le contexte sera juste dans la fenêtre de contexte. Par contre, si c'est plus large, ben, il n'y aura pas tout. Donc, au fur et à mesure de la conversation, il va prendre des morceaux. Ouais. Pas forcément au niveau de la conversation, mais par exemple justement au niveau des fichiers. Donc disons, on a un début d'histoire, disons une centaine de milliers de mots, disons, dans un fichier et qu'on le pointe justement vers ce fichier, est-ce qu'il arrivera justement Alors il ne peut pas tout mettre dans la fenêtre de contexte, donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre des morceaux par rapport à la demande, il va regarder les morceaux les plus pertinents et autres. Donc on n'aura jamais l'entièreté, enfin, sauf si on prend des longs contextes, puis là il sait qu'il peut mettre plus. Mais disons, il y aura toujours un contexte limité. En règle générale, ce n'est pas trop un problème, parce que si on pointe vraiment sur un fichier, il rentre facilement dans le contexte. Mais si on veut faire des tâches très complexes, qui nécessitent, je sais pas, un an de travail sur plein de fichiers, puis on veut créer chapitre par chapitre un livre, par exemple, bah, il faudrait faire sur Composer des instructions où il y a, ben voilà, on va écrire aujourd'hui ce chapitre-là, on a déjà enregistré dans des fichiers, parce qu'on a structuré cette façon-là les instructions, en disant, bah voilà, pour ce chapitre, on aura pioché peut-être sur Internet ou du contenu pertinent, on l'aura stocké dans ce fichier-là, on aura toutes les sources, en fait, puis l'information qu'on aura préstructurée avec l'IA pour créer ce chapitre, puis à la fin, bah, c'est juste prendre ces trucs-là, créer mon chapitre, puis après je passe au suivant. Et à la fin, on peut prendre tous les chapitres et puis revenir avec une évaluation, juste de la cohérence et du reste. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Mais c'est justement l'intérêt de faire ce raisonnement, en fait, nous-mêmes. Un fichier d'instruction, c'est le raisonnement humain, c'est ce qu'on apporte nous. C'est ce que l'IA, pour l'instant, ne fait pas bien. Et puis si on est sur un O1 ou tous ces modèles un peu grand public, ben, ils essayent de faire ça. Il y a plein d'experts qui sont venus et puis qui ont apporté ce savoir, qui ont apporté des chaînes de raisonnement pour différents problèmes. Et après, il y a une recherche dans cet espace selon la question qu'on pose. On va chercher le raisonnement qui colle le mieux. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, parce que le 99,999% du temps, on sait exactement ce qu'on veut créer. Et puis peut-être que l'articuler, c'est long, donc du coup, on génère le fichier d'instruction avec l'IA, parce qu'on peut, pourquoi pas, et après on l'affine. Mais disons, enfin on peut le voir aussi après, peut-être qu'on peut essayer justement cet exemple avec un fichier d'instruction. Mais si on demande, et c'est la façon dont les factories sont faites ici, à ce que les instructions soient décomposées en blocs simples, ingérables pour l'LLM, ben, il va forcément faire des fichiers intermédiaires par chapitre et ce genre de choses, pour pouvoir maîtriser le flux, en fait. Et puis ce serait la même chose, par exemple, pour du code. Exactement, ouais. Par exemple, où on a plein de classes différentes et plein de fichiers Exactement, différents. ouais. Il faudra qu'on déconstruise, entre guillemets, le projet. Ouais. Et puis qu'on lui mette par petit bout par petit bout. Donc on va chercher cette information. C'est ça, ouais. Ouais. Ben, là, j'ai un exemple. On pourra, peut-être, je vous montre d'abord la génération d'instructions. On pourrait essayer pour faire ça. Donc, si par exemple, là, ça, c'est mon autre factory, c'est juste pour générer un fichier d'instruction une fois. Typiquement, des fois, on a une tâche qu'on veut faire une fois, c'est pas un workflow. On va pas la répéter plein de fois. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir une instruction puis un run qu'on va relancer avec des inputs différents. C'est juste un fichier d'instruction pour une tâche, puis après, on passe à autre chose. Donc, si on travaille sur cette tâche-là, ben, on peut ouvrir encore une fois Composer. On met ben, voilà, ce truc-là.
Donc là, c'est avec ce fichier d'instruction-là que vous pourrez lire, mais qui est fait pour ça. Sur la base d'un template qui est peut-être, lui, intéressant par contre, parce que c'est un template qui montre, en fait, comment un fichier d'instruction doit être rédigé pour l'IA. Enfin, à mon sens, hein, après ça s'améliore, mais disons là, l'idée, c'est le template qu'il utilise pour créer, lui, ses instructions. Et là, on voit qu'en fait, ce que j'ai mis, c'est ce fichier d'instruction doit être rédigé comme un prompt, détaillant tout le nécessaire pour qu'un LLM puisse entièrement réaliser le projet. Si vous ne faites pas ça, bah, il va faire des instructions pour un humain, puis ça ne sera pas vraiment pertinent, en fait. Et là, donc après, comment structurer un peu en requirement specification, on peut avoir un but, donc les grandes lignes du projet que le LLM devra accomplir, les exigences du projet expliquées à un LLM, je rajoute toujours à LLM pour que ça soit pertinent pour lui, parce que c'est Composer qui va réaliser ça, c'est pas moi. Et puis ensuite, les détails sur la manière dont les besoins doivent être satisfaits expliqués au LLM. La documentation, c'est au besoin des références, des sources, ça peut être voilà, des papiers, de la documentation qu'on aimerait suivre, tout ça pour réaliser le projet, des exemples de code d'une librairie plutôt qu'une autre. Donc là, on peut rajouter ce qu'on veut. Et ensuite, ça c'est super important, c'est les étapes claires pour qu'un LLM soit capable de réaliser entièrement le projet avec des étapes intermédiaires de validation pour l'humain et montrer toutes les étapes qui ne sont pas réalisables par un LLM en les entourant de humains. Ça je fais juste pour que je sache en fait cette partie-là. Voilà. Il y a parfois, il faut installer un software ou quelque chose comme ça, ou imprimer un livre. Voilà, ça c'est pas le LLM qui va le faire, en tout cas pas aujourd'hui. Et voilà, donc du coup, si on lance un truc comme ça sur une instruction, puis on peut imaginer n'importe quoi, mais là, j'avais mis un chatbot justement, mais du coup, on va dire écrire un livre, écrire un livre, puis peut-être qu'on peut déjà, en contrôlant bien les sources, puis on peut dire peut-être chapitre par chapitre, un truc du genre. Il devrait produire... Et puis du coup, le temps qui tourne, quelle est la différence, si tu peux nous redire, entre faire ça et puis par exemple zipper un projet et le donner à GPT par exemple? Zipper un projet qui contiendrait quoi du coup? Un projet de dev, disons. C'est juste que zipper, puis après on en fait quoi? Alors il aura le contexte, si on a zippé, on a donné le projet. Il aura le contexte sous une certaine forme, peut-être pas affiné comme ça, mais après il va faire quoi? Il va modifier, donner une liste des modifications, il ne va pas forcément agir sur la codebase, on ne saura pas où on en est, parce qu'une fois qu'on a modifié, on revient comment? C'est tout des choses comme ça en fait. Il faut essayer en fait pour bien comprendre la différence. Mais on pourra faire 2-3 étapes, avoir une idée de comment résoudre un problème, mais après on sera bloqué sur, on ne pourra pas finaliser le projet. Puis surtout, on n'aura pas un retour dans la codebase qu'on aimerait modifier. Parce que zippé, puis après on fait quoi? On va chercher tous les fichiers puis on les met au bon endroit. Enfin, c'est pas faisable. Là l'intérêt, c'est le côté structuré et itératif. En fait, c'est le côté j'auto-génère mes instructions, je gère des workflows. Donc si j'ai une tâche, il y a deux possibilités aujourd'hui. C'est soit, si on a un workflow répétitif en entreprise, soit on le crée comme ça simplement à la main, et puis on l'affine en équipe et on est content. Ou alors on paye une entreprise qui va nous faire ça pour super cher sur une interface. Ils vont demander à des programmeurs qui vont coder la même chose avec des LLM aussi à l'intérieur. Ils vont nous faire payer, je sais pas, 50 000, 200 000 d'intégration pour faire ça. À la fin, on se retrouve avec des workflows qui sont rigides, qu'on ne peut pas changer. On doit appeler ceux qui l'ont codé puis dire « Ah non, c'est pas exactement le prompt que j'aimerais, etc. » Enfin, ça devient ingérable. Si c'est un processus qui est extrêmement critique dans une banque et puis c'est générer un contrat pour des clients, oui, là on hardcoderait, on écrirait le code qui fait ça et puis on le lancerait chaque jour proprement avec du software et puis on n'a pas besoin de manipuler quoi que ce soit comme dans ce workflow. Au passage, la façon de réaliser ça, ce serait peut-être pas d'appeler une boîte externe, mais juste d'écrire le set d'instructions qui va faire ce code. Mais c'est juste pour dire qu'en fait les workflows sont aussi riches que ce que nous on fait. C'est assez personnel, on peut s'organiser automatiquement. Et puis du coup, si on crée toute une batterie de workflows comme ça qu'on maintient en équipe, on ne paye pas grand-chose, on est libre dans tout ça. On a toute la puissance si on veut, parce que l'autre avantage de ça, c'est de faire, en structurant comme ça, c'est qu'on peut aller aussi loin dans les tâches qu'on veut. Il n'y a pas de limitation, on peut avoir une centaine d'étapes. C'est un projet qui peut être complexe, on peut l'articuler en plusieurs fichiers d'instruction, mais je veux dire, on peut aller aussi loin qu'on souhaite.
Là où c'est mort avec un ChatGPT. Même si on a demandé, c'est ce que la plupart des entreprises font, ils disent on aimerait, c'est génial ChatGPT, le CEO est convaincu, on va appeler une boîte et puis ils vont nous faire un chatbot privé. Ça se fait énormément. On pourra mettre ses fichiers d'entreprise, ça sera génial et tout. Après, on peut poser des questions à ces fichiers d'entreprise. On peut faire un joli graphe des fois sur un tableau Excel. Ça s'arrête là. Je veux dire, on est lié au même truc où on dialogue avec une IA, puis voilà, le contexte se perd un peu, on n'influence pas vraiment nos fichiers de façon structurée. Si quelqu'un doit refaire ça, on lui dit quoi? On lui dit j'avais fait à peu près ça. Enfin, je veux dire, c'est pas des workflows qui sont faciles à répéter. Donc ce genre de chatbot, de discussion avec un chatbot, c'est comme avec les humains, en discutant, on parvient à un truc, mais on a appris à structurer en entreprise, on a appris à décomposer, à faire des user requirements, à vraiment valider tout ce qu'on fait, à avoir des process. Et là, c'est un process qui inclut l'IA générative qui se greffe avec ça, en fait, simplement. On peut avoir un QMS, un Quality Management System ou n'importe quoi, ou des process dans un repo de code ou n'importe quoi, où il y a toute une série de workflows, par exemple convertir un ticket en requirement, plein de choses. Et on n'a pas besoin d'appeler une entreprise pour le faire, sachant que de toute façon, tous les collaborateurs auront ce genre d'outils, parce qu'ils auront envie de dialoguer avec des IA. Donc autant leur donner la possibilité de créer leur propre workflow, au final. Donc c'est un peu ça la logique, c'est vraiment de permettre à chacun de faire ses workflows efficaces pour ses propres besoins sans devoir payer à l'externe et être contraint au final. Donc là, on va voir ce qu'il a fait. Si on regarde un peu où est-ce qu'il a mis ça, du coup c'est dans la factory, voilà. Donc là, il a dit, voilà, générer un livre de manière structurée en contrôlant les sources chapitre par chapitre avec une validation systématique de la qualité, vérifier les sources, cohérence entre les chapitres, structure claire progressive, style uniforme. Donc là, voilà, il a donné une certaine structure qu'on pourrait imaginer. On pourrait aussi dire, j'aimerais que tu compiles ça, je l'avais fait la première fois aussi, montrer comment recréer le rapport sur l'IA qu'ils avaient fait en France à la sauce suisse. J'avais dit, dans les instructions, j'avais affiné un peu, j'avais dit d'abord, fais un état des lieux de tous les sujets qui peuvent être intéressants. Ensuite, crée un autre fichier où tu mets une matrice d'évaluation selon mes critères de ce qui est pertinent ou pas. Ensuite, il avait fait un score pour chacun de ces thèmes. Il avait du coup créé la table des matières lui-même sur la base de mes critères à moi, et puis de tout ce qu'il avait vu comme thème possible. Et puis après, pour chacun de ces trucs-là, j'étais allé piocher en spécifiant toutes les sources qui sont fiables pour moi, donc Scholar, enfin plein de papiers scientifiques et autres, pour créer du contenu pour chacun, enfin des morceaux avec le titre, l'auteur, le titre, une bribe de pourquoi c'est pertinent pour le rapport, pour chacune de ces sources, que j'avais aussi stockées dans des fichiers. Et à la fin, il suffisait d'aller de tâche par tâche en disant, sur la base de toutes ces sources que tu as compilées, de la table des matières qu'on a créée ensemble, à partir de mes critères d'évaluation, tout ça, écris le rapport en fait. Et puis il y avait même des étapes intermédiaires d'auto-évaluation pour dire « Ah non, là tu as pris une direction dans cette section qui ne me plaît pas, donne-moi 10 options, je te donne mes critères, et puis comme ça tu me diras la meilleure selon mes critères en fait. » Et on avait fait ça, et franchement ça donnait un rapport qui était pas si mal, quoi, qui était vraiment assez pertinent, avec beaucoup, tous les aspects suisses couverts, donc en rien, en 20 minutes de temps, le temps que ça se génère en fait. Donc c'est... Voilà, puis on aurait pu le poster après et dire on a travaillé dur, c'était... Voilà. C'est un peu ce genre de choses. C'est aussi complexe que les instructions que vous arrivez à fournir en fait. Comme on dirait à un humain, voilà, il faut faire ça, ça, ça. Donc là, juste pour regarder les tâches qu'il a mises, alors il y aurait voilà, les sujets, ça c'est les choses qu'il n'a pas comme information, donc il nous demanderait. Puis après, création d'une structure générale, recherche et documentation, c'est un peu ce que je ferais aussi moi, rédaction chapitre par chapitre. Enfin bref, on peut lire et affiner, mais ça donne une base pour partir dans un truc qui a parfois même plus de sens que ce qu'on ferait. Ça, c'est un autre truc qu'on ne voit pas souvent, c'est qu'en fait, si on met des workflows comme ça en entreprise, souvent on est mieux en qualité. Parce que les gens, ils sont pris avec une charge mentale du quotidien et autres. Parfois, il faut faire les choses assez vite. Ou on ne se souvient plus exactement des process, si on a ça, on va le faire bien. En tout cas, il y a tellement d'informations sur ces IA, sur comment bien faire les choses en entreprise, que souvent si on lui dit rédige ce document technique,
il y a suffisamment de contexte sur Internet pour le faire bien. Donc ça, pour ceux qui écrivent la documentation de code et autres, c'est extrêmement puissant. Sachant qu'on peut aussi dire, et ça c'est ce que je fais moi, je donne la partie du code qui a changé depuis la dernière fois, et je dis, écris-moi la documentation par rapport à ça. Et ça marche super bien. Ça, c'est un truc qu'on pourra voir peut-être une fois. Je voulais juste montrer un exemple de code, justement, vu qu'on en a parlé. Là, on peut imaginer, ça c'est un des workflows aussi que je vous ai mis, parce que c'est un qui est courant. On peut imaginer voilà, qu'on a... alors ça, je l'ai généré avec la factory, mais maintenant, il se présente comme ça. On peut analyser un ticket d'un projet, par exemple sur GitHub. On dit, voilà, on est iSuisse, on aimerait bien contribuer, donc il y a cette librairie LangChain sur GitHub qui est chouette. On aimerait bien de temps en temps proposer un bout de code. Donc là, on peut dire, voilà, tu vas créer un workflow ici. Enfin, tu vas créer une façon de résoudre ce ticket-là, donc cette description de problème, et la mettre dans ce truc-là avec le nom du ticket. Ça, voilà, c'est plus facile à reconnaître. Et puis, tu vas demander de collecter des inputs, l'URL du ticket, évidemment, à quoi ça se réfère, peut-être le code de la librairie, parce qu'il doit quand même savoir quel est le code existant. Des guidelines de contribution au projet. Souvent sur GitHub, il y a une certaine guideline à suivre sur comment contribuer. Donc ça, il faut suivre, évidemment. Et puis un template, ça c'est le template d'instruction qu'on a si on lui donne ça. Et puis après, lui, il avait dit, j'aimerais bien faire d'abord une analyse technique, la mettre dans un dossier. Comme ça, on voit déjà un peu quel est le problème et puis on comprend le contexte. Ensuite, des options d'implémentation. Donc ça, c'est moi qui lui avais dit. Je pense que c'est assez puissant de faire ça en général, c'est de voir des options. Parce que si on demande juste une réponse, il va donner une réponse, mais on ne sait pas ce qu'elle vaut, en fait, tant qu'on n'a pas explosé tous les possibles. Donc donner 3 à 5 approches de résolution, ça permet de voir les angles en tant que développeur assez vite. Et puis ensuite, des instructions de contribution. Là, c'est clairement, du coup, c'est lui qui, sur cette base-là, va générer ses propres instructions pour la résolution vraiment, cette fois, de la tâche. Donc si on fait ça, qu'on prend le run, là, qu'on ouvre Composer comme d'habitude. Alors là, il faut remettre, parce que je vous ai fait des commentaires, mais disons, c'est ce fichier d'instruction. Le lien, j'avais pris un ticket au hasard, mais c'est celui-ci. Donc là, petite astuce, quand on a des liens comme ça en texte, on peut juste les couper et les coller, puis ils se lient avec le at. Voilà. C'est rien de spécial, mais c'est utile. Là, il y a juste le code à fournir, donc évidemment, il ne peut pas inventer le code. Donc là, je l'ai cloné, donc je l'ai téléchargé à un endroit qui est du coup ici. Donc j'ai mon LangChain qui est là. Je vais donner ça comme contexte. Les guidelines, je les ai ici aussi. C'est sûrement comment contribuer à LangChain. Pareil, je coupe, je colle. Et le template, on n'est pas obligé, mais c'est quand même assez puissant parce que vu qu'il va générer un fichier d'instruction, j'aimerais vraiment que ça soit à ma sauce et que ça marche bien. Donc je vais lui donner le template de fichier d'instruction habituel que j'ai. Et voilà. Donc là, j'ai un ticket. On pourrait le lire ensemble, mais disons, on va voir ce qu'il crée déjà. Question. Ouais. Je reviens un peu à la question d'avant par rapport au format de sortie. Alors, c'est clair que c'est très pratique de pouvoir faire ça avec du fichier texte parce que c'est facile à ingérer et facile à produire. Mais dans l'environnement entreprise, c'est pas forcément ce qui est utilisé tous les jours. On a du Word, on a du Excel, du PowerPoint, on a des outils web à la Salesforce, etc. Comment est-ce qu'on peut faire la jointure vers ce monde-là? On peut que par des librairies. Donc l'ingestion, c'est la même chose sur ChatGPT, Claude et autres. Il y a énormément de choses qui parsent tous ces formats-là en Markdown ou en JSON, donc qui est ingérable par l'IA. On pourrait inclure dans le processus, dans le workflow. On pourrait dire, non, on ne peut pas dire créer un script, donc ça serait une étape humaine à faire, de juste lancer un script qui convertit ces trucs-là ou qui va les chercher. Donc ça c'est pas... Là, c'est des workflows texte, il n'y a pas de code là-dedans. Il y a toujours les mêmes 5 formats, disons, on pourrait mettre ça de base dans son squelette de début de... Ouais. Alors, mais encore une fois, ça, c'est pas trop pertinent parce que la conversion d'un format Confluence, PDF, Doc et autres, en copier-collant dans un fichier Markdown, l'IA comprend très bien. Donc on peut après s'embêter, il y a plein de librairies qui font comme sur ChatGPT et autres, comme je présentais celle d'IBM parce qu'elle est vraiment puissante. Donc transformer un
un PowerPoint ou n'importe quoi en Markdown, bah, ça c'est ingérable par l'IA. Il y a des librairies pour ça qui le feraient vraiment efficacement. Mais en pratique, copier-coller, ça marche pas mal bien. Donc cette étape-là, elle est bonne. Et c'est le retour. Mais le retour, il n'y a aucune plateforme d'IA qui fait ça. Donc le retour, on a un fichier. On a un fichier, et puis après, c'est à nous de dire, ben, je le structure en Markdown ou je le structure, si je veux aller sur Confluence, en Confluence Markup. Il connaît ses langages, ça c'est possible. Typiquement pour Confluence, ça serait ça, puis après je copie-colle le Confluence Markup et je le crée dans une page. Il ne va pas updater directement sur Confluence, mais il n'y a pas trop d'étapes. Je veux dire, une fois que le contenu est fait, bon, il y a quand même une grosse partie du travail qui est effectué. Mais ces petits connecteurs, ben, ouais, c'est avec du code en fait qu'on les résout. Une fois qu'on a un format qui est plus ou moins convertissable en Confluence ou en quelque chose d'autre, en PDF, typiquement PDF, bah, je passerai par écrire l'HTML et puis après exporter vers PDF. Ça, c'est plus agréable parce qu'on peut contrôler finement l'HTML avec ces outils-là. Enfin, il y a quelques tricks comme ça, mais oui, ça, c'est un peu les mêmes réalités que d'habitude, c'est que la conversion de ces formats elle est un peu douloureuse, et puis là, actuellement, elle n'est pas intégrée spécifiquement trop dans l'IA, même s'il y a quand même pas mal de connecteurs pour ingérer un truc. Donc, c'est, voilà. Mais pour les quelques trucs, je pense que tu as en tête, c'est faisable, relativement simplement. Donc là, si on regarde, alors là, des fois, il fait ça, petit trick aussi, là, s'il met des croix, c'est que j'étais pas trop réactif ou des fois, il se plante, alors il faut juste réappliquer tous les changements, donc là, il les a. On peut aller voir du coup là-dedans, il a créé le ticket comme on voulait, là, qui est là. Et puis, il a créé du coup une analyse technique comme on lui a demandé. Donc là, il décrit le problème, le code affecté, des contraintes techniques, les dépendances, et puis voilà, peut-être un certain risque. Enfin, c'est lui qui s'auto-organise, je n'ai rien dit de particulier, mais souvent il le fait assez bien parce qu'il sait très bien la réalité des bonnes pratiques. Ensuite, il y a des options d'implémentation. Alors là, ben, il dit voilà, option 1, c'est modifier ça. Il donne souvent, d'ailleurs, il le fait, les pros et les cons de ça. Donc c'est aussi assez pratique pour rapidement se faire une idée. Donc là, il y a 3 options, peut-être 4, non, il y en a 3. Et puis après, ben, il fournit une recommandation. Il dit ben, option 1, c'est mieux parce que voilà, il y a moins de code changes. Il donne 2-3 arguments. Voilà. Donc après, ben, on dit ben, go. Enfin là, j'ai dit par défaut qu'il prenait la meilleure. Mais on pourrait aussi dire ben, maintenant, je tenterai sur Composer. Je dis ben, moi, je veux l'option 2. Et puis après, ben, il va faire le workflow. Donc là, il a mis le fichier d'instruction pour réaliser ça. Donc maintenant, il a écrit vraiment le truc qu'on va runner en deuxième étape sur Composer pour fixer le problème en fait. Et donc là, il a dit, ben voilà, il a décrit fixe le type error machin. Les besoins, c'est updater ça, ajouter des tests. Donc là, il a aussi les bonnes pratiques, on voit directement. Les spécifications, ben là, il a donné des exemples de fonctions pour que ça soit plus clair dans ce qu'il doit vraiment être fait, pas laisser trop libre. Et puis les tâches, ben, c'est créer une new branch. Ben là, le git checkout, il n'a pas accès à un terminal. Donc c'est pour ça que là, je vois, c'est humain. C'est moi qui ai forcé ça. Donc cette étape, je sais que c'est un humain qui doit la faire, mais j'ai la commande. Donc ouais, c'est ça, c'est copier-coller. Donc ces petits trucs, on doit les faire parce qu'il n'y a pas les intégrations, mais en même temps, je lui ai dit spécifiquement, s'il y a une étape humaine, décris-la dans les détails. Donc là, j'aurais littéralement, bon après, je sais faire des branches, mais je veux dire, si je ne savais pas, c'est assez agréable. Faire les changements. Là, on pourrait, si on a cette librairie-là, cette dépendance, ben même lui demander de lui faire lui-même, mais là, c'est en humain du coup. Ajouter les tests et puis voilà, faire un certain nombre de choses, enfin bref. Vous voyez un peu l'idée. Et puis la pull request, ben voilà, c'est selon les guidelines en fait, de GitHub. Donc là, en suivant ça, ça peut aller relativement vite, disons, on n'a pas fait grand-chose, on a compris rapidement le problème. Si c'est même une nouvelle feature plutôt qu'un bug, ben, on saurait comment l'articuler par rapport au code existant le mieux possible. On pourrait dire ah non, j'aime pas cette librairie, je préfère celle-là. Enfin, tout est possible. Et voilà. Et puis après, on a la possibilité de valider, de documenter, etc. Et puis du coup, le partage avec les collaborateurs, les autres collègues. Alors là, Lié à Git. moi, ce que je fais actuellement, c'est que si j'ai un ticket, je garde la trace de ces trucs-là. Donc quand j'ai un ticket, je fais ça. Ensuite, je regarde, je garde les instructions. Je pars de ça et je discute avec Composer pour affiner. À la fin, je fine-tune moi parce que quand même, voilà, par souci d'aller vraiment jusqu'en profondeur, je fine-tune complètement. Mais disons, on pourrait aussi aller beaucoup plus vite si on voulait.
Et je pense que c'est bien du coup de garder une trace de ces instructions, juste pour savoir ce qui a été le départ. Comment le partager avec les autres? Alors après, si c'est un drive partagé, ben voilà, il est là. Mais si c'est du code, ben c'est sur un repo Git. Et là, pour le coup, ben, il y a juste, c'est ce qui était fait là, c'est de créer une certaine branche de modification, faire ces modifications, puis après demander qu'elles soient intégrées à la branche principale. Puis du coup, les modifications, elles vont être disponibles pour tout le monde, qui pourront juste les récupérer. Il n'y aura pas de conflit sur... ou là où si on avait juste un Google Drive, peut-être que s'il y a 2 personnes qui font en même temps sur le même nom, c'est un peu problématique, mais en principe, il n'y a pas trop d'interférences si les process sont assez séparés et les responsabilités claires. Mais oui, on a le même problème que si on collabore sur une Dropbox ou un truc comme ça, sur les mêmes fichiers. Donc voilà. Et sinon, j'ai encore d'autres workflows, mais je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la méthode, parce qu'au final, tout est là, on peut en faire autant qu'on le souhaite. Je pense que c'est en testant un truc comme ça ici, et puis sur ChatGPT qu'on voit bien la différence, à quel point c'est très très foncièrement différent. Le composer là qui permet d'agir sur les fichiers, de générer des trucs, jusqu'à générer son propre set d'instructions, c'est extrêmement puissant, parce que ça permet de ne pas se creuser la tête. En fait, c'est juste la charge mentale qui disparaît complètement. Et de pouvoir réfléchir consciemment aux problèmes d'architecture, de plein de choses, de comment on veut donner le ton à son livre et tout ça, plutôt que les détails de comment vraiment finement. Donc voilà, moi ce que j'encouragerais, c'est que pour les process qui sont un peu complexes, répétitifs, ça peut être écrire un post LinkedIn, écrire des emails, traduire un truc, toutes ces choses-là. On peut créer extrêmement facilement ce genre de workflow. Moi, je suis en train de le mettre en place au CHUV, par exemple. Donc, il y a des gens qui disent, ben voilà, moi j'ai ces Innosis à rédiger tout le temps. J'ai ces formats de papier scientifique pour ce journal particulier que je fais. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, en fait. Chaque fois, il y a des guidelines, il y a des enfin, voilà, c'est très codifié, tout ça. Ça peut être du code LaTeX, ça peut être n'importe quoi. Il sait générer, il connaît tous ces formats. Donc, voilà, on peut se faire plaisir. Et encore une fois, on n'a pas appelé une entreprise pour ça. Ils vont le faire mal, probablement, si on est en Suisse en tout cas, parce que le savoir-faire, il n'est encore pas trop là. Donc les gens qui peuvent faire bien des workflows comme ça en code, ils n'existent pas tellement. Et puis il n'y a pas besoin surtout, parce qu'on est plus riche que ça. C'est tellement utile pour plein de choses. On ne va pas s'amuser à hardcoder tout ce qu'on fait, non? Donc c'est pour ça que je préconise plutôt cet angle-là, et je pense que ça a plus de sens. Aujourd'hui, il y a un gros marché de ces choses-là, mais c'est des jouets, les chatbots privés, toutes ces choses. Il ne faut pas payer pour ça, quoi. Ça n'a pas de sens. On peut avoir des modèles fiables. Là, sur Cursor, par exemple, c'est malheureusement le seul outil qui propose ça, ce composer actuellement. Peut-être que dans un an, ce sera Copilot de Microsoft qui est meilleur, qui est aussi basé sur VS Code. Peut-être qu'il aura... puis voilà, ça va changer. Moi, je ne dis pas que c'est Cursor la solution, c'est juste qu'actuellement, c'est le seul qui permet ça. Et ça fonctionne déjà pas mal. Donc voilà, j'encouragerais. Et tout ce qui est aspect protection des données, là, on a assez bien, disons, parce que y a toute une garantie, il y a des grosses communautés, il y a des grosses boîtes qui l'utilisent. Voilà, ils sont très pointilleux là-dessus, ils savent très bien que c'est sensible. Donc au même titre que les gros clouds et autres, c'est relativement fiable. Peut-être même plus que des solutions qui sont déployées en Suisse. Donc voilà, c'est le message. Il y aura donc il y a un repo Git avec tous les détails, les tutoriaux, et puis aussi les vidéos des dernières sessions, on mettra aussi la nouvelle. Mais disons, vous avez dans le repo, je peux vous montrer. Il y a en fait... alors là, c'est un peu petit, mais... donc si vous voyez pas... ouais. Disons, il y a un truc qui s'appelle AI Workflows, qui est en gros les factories qu'on a vues là, donc de quoi créer ces instructions, ces workflows pour commencer. Et puis il y a les tutoriaux. Et donc si vous copiez-collez ça dans votre repo, sur votre Google Drive, n'importe où, votre base de données personnelle, Obsidian ou je sais pas quoi, c'est bon. Vous pouvez commencer à créer vos workflows et travailler avec Cursor de cette façon-là. Voilà. Est-ce que vous avez des... Ouais. Donc juste la séparation entre tous les fichiers input qui vont dans ta codebase, mais ça tu ne mets pas dans Git. Tu fais que les liens vers ton Google Drive.
Ah non, alors tu donnes pas des liens vers Google Drive, parce que là, il y a un problème d'accès qui marchera pas bien. C'est vraiment des liens web. Par contre, non, tu ouvres simplement, enfin, tu synchronises le Google Drive en local. Donc tu montes le Google Drive sur ton ordinateur. Ouais. Et ensuite, tu ouvres le Google Drive dans le curseur. C'est juste ça qu'il faut faire. Donc après, tu as ton Google Drive qui apparaît ici, en Ah, fait. ok, t'as le Google Donc Drive. tu travailles sur le Google Drive, Ok. voilà, c'est tout. Mais voilà, et là, tu as les fichiers Markdown et pas les PowerPoint et tout ça. Ben là, il y a tout. Donc, par exemple, si on a un QMS, ça peut être voilà, 1 sales, 2 marketing, je sais pas quoi. Puis si on va sous marketing, ben, on a un fichier comme ça qu'on a créé avec underscore workflow, enfin AI workflows. Mhm. Puis dedans, il y a un certain nombre de use cases qu'on peut faire. Ouais. Peut-être ça pourrait être traduire ça, je vais rédiger un budget, j'en sais rien. Oui, oui. Et puis voilà, ils sont disponibles pour tout le monde après. Oui, je suis d'accord, mais quelque part, tu dois traduire ton fichier PowerPoint et ton fichier Word en Markdown, t'avais dit. Oui, ouais. Tu fais ça dans Alors Google ça, Drive au même endroit où c'est. ça, tu crées un fichier Markdown. C'est pas forcément Markdown, hein, Ouais. d'ailleurs. Mais c'est bon. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais n'importe quel format texte et tu copies-colles le contenu dedans. Ou alors tu as un script qui fait ça systématiquement si c'est un grand nombre de fichiers. Mais bon, en pratique, c'est je prends le PowerPoint de ma présentation, je copie-colle, je mets dans un fichier Markdown et c'est terminé. Donc Ouais, ok, mais tu le localises au même endroit que le fichier PowerPoint. Ouais, alors, Et bah, même endroit, même on nom, pourrait juste voir l'extension, quoi. en off après, je peux te montrer sur une vraie code base Ouais, ok. comment ça se présente. Mais souvent, je mets par exemple les fichiers bruts, ben, on pourrait mettre underscore raw, Mhm. et puis j'ai là mes PDF et tout ça. Puis après, dans le reste, j'ai vraiment la copie de ça en Markdown. Puis du coup, je vois que les Markdown, mais je sais que les fichiers bruts étaient ce genre de choses. Enfin, c'est pas... Après, on s'organise comme on le souhaite, en fait. Je prétends pas que ce workflow, c'est la meilleure façon de travailler. C'est juste la façon actuelle avec laquelle moi, je travaille pour aller vite. Mais voilà. Il faut savoir aussi que tous les fichiers de traitement de texte ont une fonctionnalité export Markdown, c'est-à-dire tout ce qui est Word, Google Doc, tout ça, ils font tous du Markdown. Voilà. Donc, tout exporte en Markdown. Ouais, alors Ça surtout garde avec l'IA. Ça garde exactement la même structure. Ça a été encouragé par l'IA, c'est pour ça que IBM, par exemple, ils ont encore updaté il n'y a pas longtemps, là, mais DocLink, c'est vraiment c'est ingérer tous ces trucs-là, PowerPoint et autres, proprement en Markdown, pour l'IA. Donc voilà, c'est disponible si vous voulez faire ça plutôt que copier-coller, mais encore une fois, pour la plupart des trucs communs, c'est pas nécessaire. Surtout pour des PDF. PowerPoint, c'est discutable parce qu'il y a quand même un agencement qui est voilà, à préserver parfois. Voilà. Donc, du coup, en fait, Composer, c'est un logiciel, c'est pas une fonction dans Cursor. C'est une fonction, si, c'est une fonction de curseur. Ok, d'accord. C'est juste une autre façon, mais qui permet de modifier les fichiers. Donc en fait, il y a deux modes d'interaction. Soit c'est le chat habituel, et si on lui donne des contextes, il va dire ben, il faudrait modifier ça, ça, ça comme fichier. D'ailleurs là, bon, on pourrait montrer, mais disons, en règle générale, il dit voilà. Et puis au-dessus de chaque changement de code, il y a un petit truc qui dit apply. Donc si on était ouvert sur le bon fichier, enfin on clique, ça va ouvrir le bon fichier, on pourrait faire apply puis avoir ce diff qui se crée. Mais c'est beaucoup plus agréable de travailler sur Composer où à chaque fois qu'on discute, il change le truc et on peut le voir. C'est une façon humanisée de lui donner des instructions et de l'information en fait. C'est une façon de co-travailler avec lui sur une modification de fichier. S'il n'y a pas de modification de fichier, autant en faire dans le chat. Mais si c'est un truc où on doit maintenir une cohérence, ça évolue, il y a des fichiers d'instruction qui évoluent au fur et à mesure de la discussion, ben là on fait dans Composer. Donc en règle générale. Le chat Ouais. est utilisé partout, c'est dans Composer, c'est sans défaut. Ouais, c'est la même. En fait, on a toujours la possibilité de le choisir. Il est ici. Donc là, il y a toute une batterie de modèles. Donc tu peux aussi avoir dans le chat un modèle puis un autre. Ouais. À chaque fois qu'il y a une nouvelle conversation, on peut choisir lequel. On peut choisir aussi si c'est un long contexte. Là, il y a le chat normal et puis il y a la version long contexte. Long contexte, bah, c'est juste à peine plus long parce que voilà. Et puis c'est aussi plus coûteux pour l'environnement, donc autant pas le faire, mais s'il n'y a pas besoin. Mais long contexte, c'est fait pour ingérer plus. C'est-à-dire qu'on peut dans Cursor en fait influencer ou choisir le LLM sur lequel se baser. On doit choisir nous, quand on ouvre un composer ou une fenêtre de chat, avec quel modèle on veut travailler. D'accord. On peut changer en cours de route, mais
Souvent, en fait, le meilleur actuellement, c'est Claude 3.5 de loin. Il faut essayer, hein, mais je vous encourage aussi à juste abandonner ChatGPT, en fait, ou ces interfaces-là, parce que c'est les mêmes modèles. Ouais, c'est les mêmes modèles. C'est pas que j'ai pas d'argent dans le curseur ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas de sens de payer 2 fois. Là, on a l'accès à tous ces modèles-là. Si on ouvre un chat, on a ChatGPT. Si on choisit GPT-4o. Donc voilà. Avec un peu de limitation quand même, parce que là, on a un nombre d'appels limité par mois. Je crois que c'est 500 pour la version base. Après, on peut payer un peu plus. On peut payer à l'utilisation, on peut fournir une clé API, bref. Mais voilà, ça reste nettement moins coûteux que d'avoir tous ces workflows hard-codés. Ouais. Après, est-ce que c'est prévu en fait aujourd'hui de faire un petit exercice ensemble qu'on avait fait lors d'un brain to brain précédent? Alors, on avait fait une recette, par exemple, de cuisine, etc. Ouais. Puis on tapait, puis on influençait. Bah là, il y avait... En fait, j'ai bien compris la structure et puis le raisonnement, et puis la théorie derrière, donc ça c'est bien clair. Et après, si on met les mains dans... Bah ouais, c'est ça. Alors, je sais pas comment vous souhaitez le faire. Même moi, je suis là, donc on a encore le temps. Si on a le temps, j'aimerais bien, puis On peut-être peut choisir ensemble un... Alors, ce que je proposerais, c'est peut-être que quelqu'un, ça peut être toi, vienne ici pour essayer, par exemple. Ouais, je suis peut-être pas la bonne personne. Juste accompagner avec moi. Je sais pas si vous l'avez tous installé, ou sinon on peut faire ensemble simplement. Mais de toute façon, vous avez déjà vu un petit peu. Une idée simple, en fait. Il y a une idée que tu souhaiterais réaliser, vous savez. Tu as déjà une idée en tête Peut-être qu'en fait, ça ne sert à rien parce qu'on n'a rien à faire. Il y a une question qui a été évoquée, mais il faudrait de la matière, en fait, des ressources, donc sur la base de mail, donc de travailler le texte et puis d'exporter les informations pour les créer en un wish ou un development request. Alors là, il y a un petit peu de travail, mais peut-être que... Parce qu'il faudrait... de quelque chose de simple qu'on puisse vulgariser ensemble. Ça pourrait être, ouais. On peut prendre le site AI Suisse et puis dire quels sont les éléments intéressants, moins intéressants du site par rapport à un client qui voudrait s'intéresser à l'IA, puis ça montre comme quoi ça va se connecter là-bas, ça va faire un petit peu toutes ces interactions. Voilà, et puis si on peut être plus précis que ça, qu'ils nous prennent les événements passés, qu'ils nous fassent un résumé des événements passés en fait, et puis qu'il aille chercher en fait sur des profils LinkedIn des membres de l'association en fait, des informations pertinentes sur les membres de l'association par exemple. Alors il y avait un workflow, bon il est déjà là, mais il y en a un qui est là, qui est par exemple d'aller chercher les derniers commentaires à des posts d'une personne et puis proposer des réponses. Ça, c'en est un qu'on a. Par exemple. Celui-là, il est déjà là, on peut en discuter, mais peut-être ça... Mais c'est vrai que si vous avez un site web, ça vaut le coup de... au même titre que si vous avez une code base existante et puis que vous n'avez encore jamais utilisé l'IA, un des premiers trucs que je ferais, c'est rédiger un fichier d'instruction pour dire j'aimerais analyser mon code existant puis voir si tout tient la route avant de continuer avec l'IA. Qui propose un peu des pistes, des architectures, faire un état des lieux un peu. Ça, c'est possible pour un site web, pour un livre en cours, n'importe quoi, mais je veux dire, une thèse qu'on est en train d'écrire, pour voir si on peut partir sur une base saine avant d'étoffer avec l'IA. Mais là, oui, on peut. Quelqu'un aurait une idée ou un cas d'usage en fait qui serait souhaité? Là, par exemple, j'avais communication, social media, et puis un truc qui est générer des réponses personnalisées aux commentaires récents sur des posts LinkedIn d'AI Suisse. Ça, c'est un exemple où il faut piocher sur Internet. Ouais, oui, mais c'est juste pour avoir des pistes. Enfin, c'est surtout pour voir en fait où il manque des choses, les endroits où ça n'a pas été répondu encore, plus rapidement. Moi, je suis sur GitHub, mais en fait, comment je peux ouvrir ce fichier dans Cursor justement? Toi, tu es dans Cursor là. Ouais, alors il faut juste le télécharger. Il faut vraiment aller ici, télécharger le code, soit en zip, soit en clonant le repo. Mais c'est mieux en zip si vous ne voulez pas avoir le repo avec. Si vous clonez le repo, vous aurez tout l'historique. Ça devient un repo auquel vous pourrez contribuer. Donc il faut juste télécharger zip et puis ouvrir un dossier qui a ça dedans. Et puis je viens de chercher dans Cursor. Voilà, dans Cursor, il faut faire une nouvelle fenêtre, ouvrir ce dossier-là, on arrive dessus.
Donc, Si tu veux un exemple, j'avais trouvé un post une fois sur utiliser make.com Ouais. pour automatiser un workflow de veille Ouais. de news, par Ouais, exemple. ouais. Ouais, bah ça c'est... Ce serait intéressant de voir comment tu fais avec Cursor. Alors là, du coup, comment on décrirait ça? Donc là, on Une dirait... sélection de sites avec des nouvelles. Ouais. Du coup, il faudrait dire faire une veille Ouais. technologique ou une veille... Sur Ouais. quelques thèmes. Une veille technologique à partir de certains sites, Oui. à partir de ces sources, par exemple. Donc nouvelle fenêtre, je te dis dans Cursor, et puis ensuite on vient chercher. Et puis là, du coup, ouais, alors il faut télécharger les AI workflows là Ouais. dans un dossier, ouvrir ce dossier dans une nouvelle fenêtre Cursor, puis après on est dessus. Puis je peux drag and dropper éventuellement. Et donc après vous avez accès, ouais. Et après vous avez accès du coup à ce factory dedans, exactement comme je suis là. Et donc là, ben voilà, on peut faire ça. Je sais pas si vous avez un site, on peut mettre quoi, BBC, c'est quoi, c'est quoi comme site que vous avez en tête? Comment? Le temps.ch. J'ai essayé, mais ça marche pas. Ah, c'est peut-être anti-track. Ah, parce que Ouais. oui, alors là, il n'aura pas accès au contenu des articles, c'est un abonnement. Mais voilà, ça c'est clair que c'est une limitation. Si le contenu il est payant. Mais on peut mettre, ouais, je sais pas, RTS, alors voilà. Mais il faudrait peut-être dire quand même un sujet, quoi. Sur l'IA ou sur Situation financière des hôpitaux, ils n'arrêtent pas d'en parler. la situation financière des hôpitaux. Ouais, alors ça c'est assez précis, mais C'est trop précis. non, c'est pas trop précis, mais il y a peut-être pas beaucoup d'articles, quoi. Et puis là, du coup, il faudrait mettre, voilà, utilise peut-être @web, juste si jamais il sait pas. Voilà. Bon, ça serait pour le faire plein de fois, hein. Parce que sinon j'aurais fait un truc d'instruction. Ah non, j'ai fait instruction, je suis bête. Bon, on va le faire, on va le lancer qu'une seule fois, c'est pas grave. Donc là, je vais pas donner le template. Là, il se plaint parce qu'en fait, je vais pas donner toutes les informations. Mais on va le faire en fait plutôt en workflow, comme ça, ce sera mieux. Parce que T'étais parti en quoi? j'étais parti en instruction, juste en fichier d'instruction. Donc là, on part plutôt sur ça. Et on va dire un nouveau workflow pour la veille, voilà. On rouvre Composer du coup. Et puis là, on va enlever tout ça. On peut le resetter. Voilà. Normalement, c'est bon. Faudra forcément affiner, mais... Donc là, il va faire ça ici, voilà. Alors, il a appelé Hospital Financial Watch. On va voir ce qu'il crée du coup. Voilà. Alors, les instructions, du coup, il faudrait peaufiner avec lui. Je vous encourage à avoir 2 écrans parce qu'évidemment, même si il y en a qui savent que j'en utilise qu'un. Du coup, là, réaliser une veille systématique sur la situation financière des hôpitaux suisses en utilisant RTS comme source principale, générer un rapport de veille, synthèse des informations, les sources, voilà, des critères de recherche, utiliser @web pour rechercher sur RTS. Bon, voilà. On pourrait affiner évidemment, mais disons on va faire ça. Donc là, on a notre workflow avec les instructions, puis on a le run associé. Donc on peut juste accepter tout. Et puis là, disons, on aurait le... celui-là, ce dossier-là, qui est un workflow, on peut le déplacer où on veut, enfin, pour l'avoir pour toujours. Mais là, voilà, on peut dire, c'est ça qu'il faut lancer. Donc là, on copie ça, on va dans Composer, on reset ou on fait un nouveau. On peut aussi juste faire un nouveau. Voilà, là, si on veut, on peut mettre encore la source telle qu'elle, si on a envie. Ouais, alors, il faudra juste mettre. Je sais pas si c'est ça d'ailleurs. Vous savez si c'est ça le site? Ouais. Ça doit sûrement être ça.
Voilà. Puis voilà. On va voir ce qu'il nous fait, quoi. Normalement, il doit générer 2 fichiers, du coup, selon le workflow. Donc là, non, c'est pas ce qu'il voulait, du coup. Là, il dit qu'il a... Ah, mais c'est parce qu'on lui a mis, en fait, les mauvaises instructions. Donc ça, c'est un problème qui peut arriver. Il a le mauvais lien ici. Donc il faut utiliser les instructions qui ont été générées là. Parce qu'il a été en train de repartir sur un truc de workflow. Voilà. Je le fais toujours pas, donc il doit y avoir un truc qui est bizarre dans notre workflow. Je vais regarder les instructions. Ah bah c'est parce qu'il n'y en a pas en fait. Elles n'ont pas été... Alors on va revenir, du coup je fais comment pour ça? C'est bizarre qu'il n'a pas... Ah, ça a été rejeté, voilà. J'ai pas accepté en fait quand j'ai créé le workflow, j'espère que le run il est bon. Ouais, ok, c'est bon. J'avais pas accepté, donc maintenant on a vraiment des instructions, et puis ça devrait marcher mieux déjà, si c'est le bon lien. Il repart dans un truc d'instruction. Hein. Est-ce que c'est le bon, vu qu'on l'a recréé? Ça m'étonnerait d'ailleurs. Go. Je sais pas pourquoi il fait ça. En fait, les limites, c'est l'imagination, en fait. C'est ce dont on a besoin. Je crois que je vais juste parce qu'il était parti sur un mauvais fichier d'instruction. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ah, j'ai perdu le truc. On réessaye, hein. Alors là, normalement... Je sais pas pourquoi il y a un truc dans le... Je sais pas si vous voyez ce qu'il a dû créer de faux parce que le fichier... Non, non, mais si les instructions sont justes, là il dit... Alors ça dépend, on a peut-être mal lu, mais... Il dit collecte les inputs, recherche d'informations. Non, là c'est clair normalement, donc du coup il doit pas prendre le bon pour... Dans le fichier run. Comment? Dans le fichier run, il fait quelque chose. Bah là il est en train de modifier un fichier run justement, et c'est ça que je veux pas. Donc on va... Mais je comprends pas bien ton arborescence à gauche. Tu as generated a hospital financial watch pour le Ouais. moment. En dessous, tu as instruction 2 fois. Non, c'est pas au même niveau. C'est pas au même niveau. Normalement, si je mets celle-là, ça doit bien marcher, donc c'est ça que je comprends pas. Ouais, c'est comme ça. Ah là, c'est bon, il a compris maintenant. Il a pris le bon. Je sais pas si j'étais dans un truc d'historique, je devrais resetter, je sais pas. Alors là, il y a des informations qu'il devait donner, parce que c'était dans le fichier d'instruction. Donc la période de veille, des mots-clés, puis des hôpitaux spécifiques. Bon, on peut dire, vu qu'il est, voilà, ses instructions, 6 derniers mois, il va pas faire exactement ça, hein, de toute façon. Financement, pas d'hôpital particulier. Exclure le CHUV. Ouais, ça je veux pas faire parce que c'est mon employeur, mais... Donc là, voilà, il est en train de chercher sur Internet comme il devrait. Et là, il crée justement le truc, les résultats de recherche qu'on souhaitait. On va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, il a mis voilà, les résultats. On pourrait dire, ben, tu m'en as mis 2, j'en veux 300. Ça, c'est un des trucs que je ferais. Spécifier combien.
Et puis là, ben, il a dit, voilà, il a donné 2-3 trucs de tendance. Mais là, ben voilà, ça serait à modifier dans le fichier d'instruction. On pourrait dire non, maintenant j'aimerais 10 sources, quoi. Enfin, voilà, mais vous comprenez l'idée. Après, donc là, il va rechercher, puis il va du coup updater ce fichier-là. Et puis on verra ce qu'il rajoute. Ça devrait apparaître en noir du coup. Enfin, on ne l'a pas accepté, mais on peut l'accepter. Donc là, forcément, il fonctionne à la vitesse d'un LLM. Donc quand même, il y a la génération qui se fait, c'est pas instantané, mais c'est... Voilà. Donc là, il a rajouté des... Voilà. On peut voir du coup la différence, puisqu'il a réécrit le début. Voilà, maintenant il y en a 10. Et puis du coup, il demande s'il doit mettre à jour le reste. Ben oui, évidemment. Pour moi, il serait intéressant de comparer ça avec prompter sur ChatGPT Alors c'est... et puis voir si le résultat est similaire ou non. Avec les mêmes instructions, ça risque d'être assez similaire. C'est la seule différence qui est faite là. Pour cet exemple-là, je pense. Voilà, ouais. La seule différence qui est faite, c'est dans le choix de comment le contexte est ingéré. Donc eux, ils ont leur forme de RAG, en fait, qui va chercher comment couper en morceaux, pertinents ou pas. Et le RAG qui est là, à mon avis, est plus puissant parce qu'il est fait pour des codeurs, qu'il est plus dans les détails, la finesse, qu'un truc grand public qui n'a pas forcément besoin de ça. Donc je pense que la prise en compte de contexte en général sur curseur, elle est plus fine que sur ChatGPT. Et puis il y a aussi un cadre qui est dans la façon dont il écrit, qui est plus structuré de base, parce qu'il est un peu cadré codeur. Après ça, vous pouvez le défaire complètement. Ça, c'est le genre de choses, on prend dans le curseur rule, on dit maintenant tu es un journaliste et ça, il faut lui donner une certaine spécialisation, et puis après, ben, il sera cette personne. Il sait l'être, c'est juste qu'il faut lui dire. Par défaut, je trouve qu'il est plus structuré qu'un chat GPT, parce que pas grand public, donc forcément, il ne doit pas plaire aussi à une grand-mère, mais donc là, normalement, il a mis à jour, et puis là, ben voilà, il a restructuré entièrement ça, il n'y avait pas. Voilà. Ça pourrait être un workflow. Ça pourrait être même, la suite, c'est générer un rapport pour l'équipe, ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça, sur la base de quelques sources, comme ça. Et puis il pourrait... répondu et du texte, en fait. Alors ça peut être autre chose, hein. C'est moi qui ai spécifié. Ça peut être. Il y a deux formes. Ça c'est un. Ça peut être un format PPTX? Non. Non, justement, là c'est où on touche à des formats propriétaires qui sont compliqués à régénérer. C'est facile dans l'autre sens. Mais il n'y a pas de librairie par exemple pour régénérer un PowerPoint. Donc ça va générer le contenu. Ça c'est la même chose sur ChatGPT, quoi. Après il y a des librairies qui le font plus ou moins bien. Justement sur ChatGPT, en fait, je vais faire une présentation pour le travail et puis il m'a pondu un fichier PowerPoint. Alors, peut-être qu'il y a une dernière version où ils ont mis un... Oui, il m'a généré le code d'abord, puis ensuite et puis j'étais assez surpris, en fait, parce que je n'ai pas trouvé sur PowerPoint comment l'alimenter en code. Ouais. Puis il m'a lui-même proposé, ouais, alors, est-ce que tu souhaites en fait que je génère un fichier PowerPoint? Ouais. Alors, peut-être qu'ils ont des... Je crois que Claude, ils ont aussi certaines intégrations comme ça, parce que forcément, c'est demandé. Ouais. Ces trucs-là, ils évoluent en parallèle. Donc, je veux dire, par exemple, l'injection de PDF, tout ça, c'est aussi désirable ici. Enfin, ces connecteurs, ils vont forcément évoluer. Mais si vraiment c'est un truc, vous ne savez pas comment faire avec une librairie, ce que moi je ferais, ou je sais pas, parce que souvent sur Word, il y a aussi des copilotes, il y a des choses comme ça sur la suite Office, donc ça serait aussi possible de dire restructure-moi ce truc brut. C'est possible, ouais, de passer par là en mode gratuit, juste génère-moi mon PowerPoint et puis basta, si c'est un truc d'une fois. Ça peut. Vous pouvez par exemple lui donner un template et puis dire génère-moi un PDF à partir de ce template-là. Alors là, ce serait avec une librairie. Il écrirait le code pour générer le PDF, mais pas le PDF directement. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les autres générateurs de PDF. Moi j'ai Copilot. C'est nul. Ouais. En fait, c'est PDF, c'est générateur. C'est compliqué la génération de PDF. Mauvais généralement, à moins si c'est des. On lui dit fais-nous faire un truc sur un truc générique, il sait bien faire, mais interagir avec le contenu au PDF, c'est une catastrophe. Et ça, c'est pas encore au point. Si on regarde par exemple IBM, ça fait combien? Ça fait 10 ans, ou je sais pas combien de temps, qu'ils font du parsage de PDF pour avoir ces librairies qu'on a maintenant. Je
veux dire, c'est très compliqué, c'est un format qui est désagréable. Et dans l'autre sens, c'est encore plus douloureux. Donc de passer de PDF à Markdown, ça va. Enfin, c'est quand même difficile. Mais l'inverse, c'est très douloureux. Donc ces formats, ils sont désagréables, voilà, il faut faire avec. Mais je pense qu'il n'y a pas un gros passage, sachant que typiquement un PowerPoint généré, bah, moi, j'ai jamais vu un truc vraiment qui soit... Il va mettre la bonne information sur la bonne slide, mais bon, si vous aviez le fichier brut, vous copiez-coller, ça revient au même. Donc voilà, ça ne fait pas tout encore, mais vous avez bien compris quand même que le gain de temps, voilà. Ouais, il faut savoir que le PDF, c'est surtout un format graphique, de représentation graphique, c'est pas un C'est ça. format de contenu. C'est un résultat Du coup, d'impression. Oui. On est encore sur un autre territoire. Des petits éléments là-dessus, mais en fait, le travail du contenu, eh ben, il ne se fait pas dans PowerPoint. On doit réfléchir, on doit créer du contenu, on doit se poser la question quels sont les éléments qu'on veut. C'est là qu'on peut travailler vraiment avec l'intelligence artificielle de quels sont les éléments que je veux mettre dans mon PowerPoint. C'est pas générer le PowerPoint, le plus gros, c'est de savoir ce qu'on veut y mettre dedans. Voilà. Ouais. De toute façon, c'est un gain de temps, mais après, voilà, dans certains métiers où c'est vraiment graphique, si c'est par exemple la conception 3D d'architecte, là, on peut articuler ses projets là-dessus, faire plein de choses. Mais reste qu'après, ça sera avec l'IA du système de génération 3D, parce que c'est finement intégré avec leur format, et puis tous les détails de comment on génère un bâtiment et autres. Ces trucs-là, c'est pas un curseur qui va faire ça. C'est non plus un chat GPT, c'est juste ça, c'est le genre d'intégration fine dans des softwares spécialisés qui vont se faire petit à petit, et c'est déjà le cas au cinéma, pour les effets spéciaux, pour la génération de jeux vidéo dans les engines, Nvidia et autres. Enfin, ces modules dans Adobe, la suite Adobe, ces trucs-là, voilà, ça c'est un truc qu'il faut payer en plus si on est dans ce métier-là. Il n'y aura pas le choix. Mais là, je suis en train de parler de tout ce qui est workflow textuel, en fait, de ce qu'on peut décrire à une personne, interagir, enfin créer des documents, enfin tout ce genre de choses, quoi, du code. Et puis il y en a plein en entreprise, en fait. Là, il y en a énormément, ouais. Tout ce qui est quality management, qui est documentation technique, qui est génération de code, qui est organisation de projet, management de projet. Juste, ben voilà, on commence, on a un Google Drive, puis on ne sait même pas comment s'organiser en termes de... Voilà, où mettre quoi, qui, comment. Il y a plein de choses comme ça, en fait. Tout ça, c'est de partir sur des bases qui sont généralement nettement plus saines que ce qu'on ferait juste avec la tête du moment et puis ce qu'on a en tête. Donc voilà, partir sur un design aussi, généralement même un design graphique, ben on peut déjà faire un assez gros pas. Par exemple, on peut dire ben, écris-moi une présentation, puis après génère-moi des prompts pour aller sur Midjourney et puis générer les images. On peut lui dire ça. Après, on n'a plus qu'à copier dans Midjourney, puis on est déjà pas mal parti. Ce genre de choses, quoi. Là, c'est à nous en fait de prendre ça en main et puis de voir jusqu'où ça va pour nous. Et puis au passage, l'avantage, c'est que on réalise les process dont on a besoin avant d'avoir payé cher pour une entreprise. Et si vraiment il y a des process qu'on fait tout le temps puis on veut qu'ils soient fiables à 100%, alors là, soit on écrit le code avec l'outil aussi, c'est ce que je ferais. Parce qu'il n'y a pas de raison de payer une entreprise si on peut juste faire tourner un script pour le faire. Enfin, c'est ce genre de choses, quoi. Moi, je vois deux choses. J'ai d'abord une question par rapport à... Je vois là, seuls 14 établissements sur 48 sont rentables. J'aimerais savoir quels sont les 14 établissements, savoir quelle est la source. Là, tu utilises le chat, je suppose. Là, il y a les sources, normalement. Donc là, quelle source spécifique fait mention de cette... C'était un résumé, c'était en bas. Donc là, il a utilisé normalement ces infos-là, mais... Donc là, il faudrait lui dire, soit c'est clair pour lui parce qu'il vient de le faire, donc on dit c'était quelle source. Mais ça, tu le ferais dans le chat. Ouais, dans le composeur. Dans dire. le composeur, bien. C'est lui qui a généré les fichiers, là. C'est lui qui a encore ce contexte actif, là. Ouais. Donc là, il suffit pour lui dire, mais c'est juste que là, on n'a pas sorti ça, il faudrait... Enfin, peut-être qu'il le sait quand même, mais soit il l'a encore dans le contexte, soit si on l'avait sorti, j'encouragerais à dire dans les résultats, mais aussi l'URL. Ouais. Tu mets même peut-être les auteurs, l'URL et puis le contenu, ce genre de choses, quoi. Un résumé du contenu. Ouais. Comme ça, il est quelque part et puis ça peut renourrir un contexte futur. Parce que sinon, si on doit toujours garder dans la fenêtre de contexte, comme on ferait sur ChatGPT, on perd le fil, enfin, on ne sait plus, quoi. Donc il faut vraiment penser à découper le problème. Si on fait le factory d'instruction, là, de base, il fait ça, parce que je l'instruis. Mais voilà. C'est un peu, ils ne sont pas tout puissants, ces modèles, ils ne peuvent pas aller à l'infini en termes de raisonnement. Il faut vraiment, quand on appelle par exemple un O1, il y a toute une chaîne de trucs qui est fait derrière, qui est inefficace parce qu'elle n'est pas exactement adaptée au problème. C'est le meilleur guess de raisonnement qu'on aimerait faire.
Mais sinon, c'est le raisonnement, bah, faut l'articuler, puis le décomposer. Puis après, le LLM, il a juste à faire les petits liens langagiers entre, voilà, tirer d'une certaine source, faire ci, faire ça. Mais c'est à nous de maintenir la cohérence, en fait. Parce qu'il n'y a pas de processus de correction d'erreur là-dedans, encore. Ça se fait parce qu'il y a des moteurs de recherche qui sortent, donc progressivement, il y aura du fact-checking, ce genre de trucs à intégrer. Mais ça, c'est des modèles probabilistes. Donc c'est à nous de faire des étapes de validation, soit en regardant, ou soit lui demander de s'auto-évaluer en revoyant les sources, ce genre de choses. Ça, c'est la correction d'erreur qu'on ferait au niveau mathématique, juste si on laisse un processus probabiliste avec une petite erreur, une petite erreur, une petite erreur, bah après ça part en vrille. Par contre, si c'est une petite erreur, il y a un fact-checking, petite erreur, évaluation, etc., bah on reste stable. C'est ce genre de choses. Donc c'est à nous de forcer ça. Ouais. Question, si je prends par exemple Infomaniac qui propose aujourd'hui Ouais. des instances avec des modèles, Mhm. c'est Llama et Mistral, je crois. Mhm. Pas les derniers d'ailleurs. Est-ce qu'on peut connecter cet outil curseur à une plateforme? Je prends un exemple d'un cabinet d'avocats qui se prend une instance qui a son propre modèle qui l'entraîne avec son jeu de données, etc. Alors, et il veut converser avec son modèle qui s'est entraîné qu'avec ses données, qui potentiellement va chercher de la donnée à l'extérieur sur des sources, je dirais, fiables, vérifiées. Je sais pas, moi, je prends un exemple des arrêtés de justice ou des nouvelles jurisprudences. Ouais. Parce que c'est le gros problème des avocats, c'est la recherche d'informations, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Rédaction d'actes et tout ça, ça j'ai fait avec un... Ouais. Effectivement, donc dans quelle mesure on peut utiliser cet outil-là, qu'ils aient attaqué leur système IA et pas une IA publique Pour un contexte d'avocat où, je sais pas, le 99% du temps, c'est effectivement aller chercher dans des textes qui sont toujours les mêmes ou pas trop changeants. Et c'est un process de rédaction d'actes où ils disent grossièrement le raisonnement qu'ils ont fait ou taper si c'est administratif ou autre, et puis après ils doivent juste rédiger. Bah là, c'est clairement un cas d'usage où il faudrait juste hardcoder. Après, on pourrait utiliser Cursor pour coder ça, pour faire un petit outil nous-mêmes qui fait exactement ça. Ou payer une boîte, puis après on a une jolie interface, mais voilà, on peut s'en sortir assez facilement, à mon avis, en faisant la plupart des choses comme ça. Il faudrait juste... attaquer leur serveur, par exemple, s'ils prennent une instance chez Infomaniac. Non, alors ça... Ils peuvent attaquer uniquement ce modèle-là qu'ils auraient entraîné. Alors, ça dépend comment on le fait, parce que ça, c'est une plateforme de code. Si on écrit le code qui fait ça, alors là, on peut choisir que ce soit Infomaniac, Azure, Google, n'importe quoi. Par contre, si on le fait, on utilise le modèle en mode textuel, comme je le fais là, avec des instructions, bah là, actuellement, il y a OpenAI, Anthropic, Google et Azure qui sont supportés. Il faudrait donner une clé API, mais quel est l'intérêt pour un avocat, à moins qu'il ait des liens avec Infomaniac, mais je veux dire... non, mais ce sujet d'un cabinet d'avocat, il n'ira jamais sur un ChatGPT à l'extérieur. Eux, ils sont hauts. C'est quoi l'extérieur? Parce que... Pour eux, c'est les avocats qui sont un peu parano. Hein. Des instances sur des cabinets. Attention, peut-être il y en a dans la salle. Hein. Pardon? Attention, peut-être il y en a dans la salle. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour les avocats. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont une certaine paranoïa par rapport à la protection de leurs données. Alors, moi, ça me fait doucement rire, parce que si on prend que des obligations, si on prend les jurisprudences ou les arrêtés, c'est des informations potentiellement publiques. Donc, il n'y a pas de problématique là-dessus. Mais ils changent, ils évoluent. Hein. Ouais, j'ai beaucoup de... Il y a par exemple Benjamin Alouche qui fait ça tous les jours, d'aller voir des avocats, puis les former à ChatGPT. Donc déjà, ChatGPT, ça fait son chemin, mais ça ne fait pas encore du tout ce dont on parle là efficacement. Donc passer sur ça. Enfin, là, si on fait un déploiement sur Azure, avec les certifications, la batterie de certification par rapport à un Infomaniac, la fiabilité du modèle, la vitesse, la disponibilité, le choix des régions, la redondance, c'est incomparable, je veux dire. C'est incomparable. Actuellement, c'est bien d'avoir un truc en Suisse, mais je veux dire, on est un peu en train de refaire la roue. Azure, il y a des instances. Ah oui, évidemment, ouais, bien sûr. Ah oui. C'est ce que nous, on utilise. Moi, j'utilise ça, par exemple. Bon, Aucun problème. il est en Suède pour le moment. Non, il est ici. Non. Si. Moi, j'utilise tous les jours. Il est ici, ouais. Donc,
Enfin, voilà, il y a des... Si tu termines ton raisonnement, Il y a plusieurs régions, la Suisse Nord, Suisse Ouest, puis voilà. c'est qu'on est en train de réinventer la roue par rapport à... Nous, on est en train, juste parce que dans les médias, il y a une perception qui a été créée que l'intégrité numérique, que tout ça, c'était le plus important plutôt que de résoudre des problèmes du monde réel. Eh ben, on est en train de se perdre pendant des décennies à définir des standards, à refaire tout ça, puis à dire ah maintenant il faut qu'on recrée ces trucs parce que eux ils ont des infrastructures cloud et autres, et puis nous on va réinventer ça. Mais je veux dire, dans les hôpitaux c'était pareil il y a quelques années. On s'est dit ah il y a les grands systèmes américains, on veut pas de ça, on va faire nous. Donc il y a les cantons qui s'organisent, qui font leurs petits trucs, ça a été bien fait, ça marche. Mais ben il n'y a pas de fonds pour maintenir tous ces trucs-là, puis il y a une évolution en termes de digitalisation et tout qu'on ne suit pas. Puis du coup, on se retrouve avec un système qui est années 60, avec des besoins d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on finit par acheter un Américain. Donc moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme ça. On va jouer avec des infomaniacs. Après, je ne veux pas dire de mal, hein. Je ne sais pas comment ils vont évoluer, mais actuellement, s'ils suivent la même trajectoire qu'on a déjà eue, c'est tout à fait possible, envisageable qu'on ait un truc où ils reproduisent un peu les mêmes services, permettent une fraction de ce qui serait disponible sur Azure en Suisse aussi, avec une fraction des garanties en certification et autres. Et puis ils font du marketing sur le fait que c'est en Suisse. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire parce que Azure ils ont aussi des services en Suisse. Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en fait. Ils sont probablement plus fiables aussi. Donc bref, voilà. C'est plus cher déjà? C'est plus cher. Alors ça c'est sûr et certain que de faire tourner ces modèles sur des petites entités parce que distribution du travail c'est efficace, c'est un fait. Donc plus ils sont gros, tant mieux. Je trouve que on est en train de s'intéresser, pour moi, à mon sens en tout cas, à un truc où on est en train de refaire la roue pour pas grand-chose et pour plein d'autres trucs, que ce soit les computers, les chips. C'était comme ça avant, chacun devait faire. Non, c'est mon chip, j'aimerais maîtriser le process, tout ça. Au bout d'un moment, on a abandonné, on a dit bah non, c'est pas efficace. Division du travail, il y a une fonderie dans le monde et puis elle sert tout le monde. C'est une sorte de monopole, mais peu importe, au final, c'est efficace. Ils doivent affiner proprement ces trucs-là. Après, on a dit, les OS, il y en a tout plein, il y en a partout. Au final, il y a 2-3 providers aussi, parce que c'est tellement complexe à faire. Donc ils sont bons, ils font ça, cool. Il y a aussi des communautés, Linux et autres, mais il n'y en a pas 1000. Tellement c'est complexe. Il n'y a pas de sens d'avoir plusieurs fois les mêmes choses en termes d'infrastructure ou de chip. Donc là, on est au même niveau pour moi. On a des modèles fondations. Très bien qu'il y en ait 2-3 qui fassent ça bien. C'est des milliards, ils ne savent même pas répondre à ces besoins de financement. Là, actuellement, OpenAI, ils sont en train de se demander s'ils doivent faire de la pub pour combler les 5 milliards qu'ils n'arrivent pas à financer. Enfin, c'est toutes des choses comme ça. Donc, on ne va pas avoir un petit acteur suisse, on va dire on va faire des foundation models ici, quoi. En tout cas, si on le fait, on pourrait, mais tout l'argent qui est dépensé là-dedans, c'est de l'argent qui ne sera pas dépensé pour résoudre des problèmes concrets, terrains qui sont là, hein, il y en a tout plein. Si on est dans la santé, on le sait très bien. Enfin, donc c'est complètement, pour moi, c'est absurde. Au même titre que c'est absurde dans les hautes écoles de se focaliser sur inventer des foundation models meilleurs, ou même faire de la recherche sur ça. On peut contribuer un peu, mais je veux dire, voilà, si l'Amérique elle veut se faire plaisir à inventer ses modèles fondation, ou la France, ou peu importe, on peut suivre ça, on peut contribuer un peu, mais je veux dire, ça ne doit pas être la majeure partie de notre activité. La majeure partie de l'activité, c'est comme dans des domaines qui ont déjà fait le pas, en microtechnique et autres, c'est produire des profils qui sont directement utilisables par les entreprises pour créer de la valeur suisse. Non ? On n'a pas besoin d'inventer les meilleures montres. Quand on sort de l'EPFL, on doit être directement opérationnel pour créer de la valeur dans les entreprises. Enfin, pour moi, c'est ça en fait. Donc je pense qu'on est en train d'essayer de rester dans la boucle en faisant beaucoup de marketing, dans les rankings et autres, pour prétendre, voilà. Mais on est un petit pays. On n'a pas une puissance de frappe énorme. Donc tant mieux. Ils ont créé ces foundation models, ils sont très bien, on a des open source. On peut faire tout avec ça en fait. On n'a pas besoin de batailler, d'investir des milliards pour ça, quoi. C'est mon avis, hein. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus efficace. Parce que, encore une fois, c'est pas utiliser GPT, former les entreprises à faire ça, déployer des chatbots privés, c'est pas ça l'IA. L'IA, c'est comprendre que ces trucs-là ont une nature un peu différente dans le sens où ils peuvent réduire la friction entre les outils traditionnels et le langage. Maintenant, on peut facilement avoir une semi-réflexion, structuration d'idées, de choses. On peut écrire des requêtes, par exemple, pour aller chercher dans une base de données. On peut demander à lui, en texte, d'aller chercher dans une base de données. On peut interroger ces bases de données. On peut faire toutes des choses comme ça. On peut lier tout ça. On peut maintenir un knowledge graph derrière, qui est un peu les sources de vérité de ce qu'on aimerait alimenter dans le langage, etc.
Et puis après, on a le petit lion, on a toujours ce truc-là qui n'est pas dépendant de la langue, qui peut traduire facilement, on peut écrire en chinois, il nous répond dans la langue qu'on veut, il peut répondre sur un certain standard, il peut... Voilà, donc on peut avoir un truc qui nous aiguille dans des process compliqués parce qu'on a architecturé le process derrière et puis qu'il y a juste le petit lion LLM. En tout cas, pour l'IA générative, actuellement, c'est majoritairement ça. Donc on peut le déployer dans plein de domaines pour créer de la valeur. Et ce n'est pas une histoire de, voilà, comme je disais, d'utiliser un chatbot ou de créer des modèles fondation. Et après, il y a toujours, évidemment, ça c'est juste le petit bout d'IA qui est le plus visible, mais il y a tout le deep learning qui est toujours là et qui est la majeure partie de ce que les entreprises font. Donc c'est juste de l'optimisation, en gros, avec gradient descent au lieu de trucs plus complexes. Anciennement, on utilisait des méthodes de l'EPFL très poussées. On avait les cours d'analyse numérique ou autres. On utilisait l'Hessian, des trucs de deuxième dérivée pour savoir où aller dans une optimisation. Maintenant, on a vu qu'en fait, on prend un gros réseau, deep learning, et puis on press play avec, juste en utilisant le gradient, puis ça marche bien, quoi. Ça a été douloureux aussi pour des physiciens comme moi, par exemple, d'accepter ça, de dire mais non, c'est pas possible en fait que ça marche mieux qu'un truc complexe où on va plus rapidement vers l'optimum. En règle générale, c'est juste que c'est un truc généraliste d'optimisation, vraiment. Donc dès qu'on ne sait pas, qu'on a une chaîne de travail, on ne sait pas l'optimiser, on met des petits blocs qui sont juste des modèles de deep learning avec des paramètres à ajuster. Et puis après, on dit j'aimerais optimiser ça comme valeur, un objectif, et il va ajuster les paramètres pour l'optimiser. Puis après, on a notre flux de travail, enfin, notre logistique optimisée, enfin, c'est ce genre de choses. Pareil pour les modèles qui doivent modéliser, rester proches d'une simulation numérique en météo, n'importe quoi. Enfin, c'est des raccourcis en fait, qu'on a appris à faire pour la modélisation de molécules ou autres. Et donc ça, c'est du deep learning. C'est complètement différent de ce dont on parle là, de l'IA générative. Donc on fait ces amalgames et tout, on parle de l'IA comme si voilà. Mais en fait, on parle de ChatGPT au final, dans les médias. C'est tout ce qui est... on parle que de ça. Donc il faut faire la part des choses. Et là, le deep learning, il est là. C'est l'optimisation numérique. C'est juste que c'est une forme où on n'utilise que le gradient. Alors qu'avant, on utilisait les Hessiens, tout ça. On faisait déjà de l'IA, juste différemment, avec des méthodes plus coûteuses. Et donc ça, on a lâché. Puis maintenant, on a des puces, des GPU et autres, TPU, qui arrivent à faire ça bien, plus efficacement. Donc on peut faire ça à grosse échelle sur des grosses données. Mais c'est les mêmes méthodes. Il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Donc tout ce truc-là qui existe, c'est créer toute pièce sur la base de ChatGPT, de gens qui ont interagi, puis qui ont vu de l'humain, puis qui ont fait plein de choses. Il y a de l'humain. Ça, c'est une autre discussion. Donc on se rapproche en neurosciences de plus en plus avec cette chose-là, vraiment de partie réelle du cerveau. Et à mesure on va faire émerger ces choses-là, donc ça, il y a plus en émergence là-dedans qu'on imagine, mais ça reste un monde complètement différent de tout le reste, de l'optimisation numérique, quoi. Enfin. Bon, le débat peut-être avec Infomaniac, c'est plutôt la persistance des données liées à des citoyens, de savoir où c'est localisé, qui peut y avoir accès, c'est plutôt par rapport à ça qu'il y a. Bah ouais, mais c'est le même avec un service Azure. Non, oui, justement, dès qu'un cloud américain pourra mettre commence à avoir accès à des données même qui ne sont pas sur le territoire américain, je pense que dès qu'on parle des données des citoyens suisses ou d'autres pays, je pense que c'est pour ça qu'il y a un débat sur savoir si on utilise une IA. Je suis d'accord, mais c'est une histoire d'analyse bénéfice-risque en fait. Oui, mais je pense que tout ce qui est dicté de la Confédération, je pense que c'est là qu'ils font aussi leur... Ouais, alors que pour des données de Confédération et autres, ça soit sur des clouds en Suisse avec la cybersécurité suisse, ça a complètement du sens. Mais pour des entreprises, non, mais je pense que c'est plutôt pour les entreprises suisses. Ils ont vraiment l'impression, la plupart des gens, que en fait, on a des garanties de sécurité quand on va voir Infomaniac par rapport à un Azure qui pourrait piquer les données en Amérique. Mais la réalité, elle est tout autre. Le niveau de certification, il est imbattable. Il y a personne. Enfin, c'est encore une fois cette histoire de division du travail et puis donc l'armée de cybersécurité d'un côté. Alors évidemment que le monde des hackers, il s'attaque aussi plus aux grands. Mais je veux dire, c'est un fait, quoi. Si on regarde le nombre d'attaques dans ces choses-là par rapport à des attaques sur des petits, c'est une histoire de probabilité. Après, c'est de l'analyse risque-bénéfice. Moi, je ne pense pas que c'est une histoire de hacker. Je pense que c'est plutôt le fort juridique de savoir qui peut avoir accès à quoi et puis avec quel moyen. Ouais, alors mais c'est pour ça, à ce niveau-là, il est le même, actuellement. Si on va chez Infomaniac ou Azure, c'est la même chose. On a les mêmes garanties, c'est en Suisse, on respecte les lois autant. Je pense pas.
Bah, nous, on fait ça pour certification médicale, il y a des hôpitaux qui l'utilisent. Alors les hôpitaux et des banques qui l'utilisent, et Lufthansa, je veux dire, c'est quoi qui est plus contraignant? Il y a peut-être les centrales nucléaires, mais donc clairement non. C'est pas le côté criticité, je crois pas. Bon, je ne connais pas grand-chose là-dessus, mais c'est juste le fait d'avoir par exemple un citoyen américain qui est domicilié en Suisse, qui a toute sa vie en Suisse. Non, alors ça, justement, quand on est partenaire, il n'y a pas ça. On peut avoir, en théorie, bon, je pense qu'on avoir commis un crime d'intérêt, d'avoir accès à ces données, même si elles sont juridiquement, physiquement sur le territoire suisse, juste parce qu'ils ont le droit de l'exiger. Alors ça doit être un non-problème quand on est partenaire pour déploiement dans des hôpitaux et autres, parce que sinon ça n'existerait pas en Suisse. Le fait que ça existe pour des sociétés d'aviation, des banques, des hôpitaux, pour moi ça me met la puce à l'oreille que c'est clairement faisable pour des petites entreprises. Ouais, bon, je ne sais pas, c'est surtout dans le domaine, tout ce qui touche à la confédération, aux administrations. Oui. Alors ça je suis d'accord, mais pour moi c'est pas le cœur du débat. Dans la sphère publique, c'est plutôt... On est une PME, qu'est-ce qu'on doit choisir? On doit plutôt choisir Infomaniac. Moi, en termes de sécurité et autres, je me... Voilà. Et puis en termes d'efficacité. Voilà, c'est soit... C'est une histoire de perception. Politique, je ne sais pas, Claude Azur, on dit américain, un pays qui tombe sous embargo américain, on leur coupe les accès, tout est bâti là-dessus, ils font quoi? Je veux dire... Il y a d'autres alternatives, mais ils sont pas... On voit pas... comment on peut voir ça comme... comme américain, je veux dire, ils sont présents dans, je sais pas, une centaine de pays, voire, voilà. Si on va par exemple chez Microsoft en Suisse, ils n'ont pas du tout l'impression d'être américains, ils connaissent tous les business suisses, ils travaillent avec eux. Je veux dire, c'est la mentalité de gens qui sont nés ici, qui défendent. Donc c'est une constellation en fait. C'est pas un Américain qui veut du mal à tout le monde. Donc encore une fois, c'est un choix. C'est au niveau de la perception. Mais je pense qu'en termes purement techniques, juste en réflexion de efficacité du système, fiabilité, garantie en termes de sécurité, c'est imbattable ces grands clouds. Il n'y a pas choix. Je suis d'accord. Non, mais voilà. Le cas de Tamoil à l'époque, Libye sous embargo américain, pour acheter un bête système IBM AS400, il fallait des autorisations spéciales, des choses comme ça, parce qu'il y avait été sous embargo. C'était des considérations de ce type-là. Exactement. Mais là, je pense qu'ils sont en train de faire une transition aussi, parce qu'en termes de certification qu'ils obtiennent, hébergeurs de santé en France et autres, ils ont la volonté de pouvoir faire ça. Et s'ils sont déjà déployés dans des hôpitaux en Suisse, pour moi, c'est bon. Ça veut dire que je peux l'utiliser, je n'ai pas à me soucier en tout cas de la responsabilité à ce niveau-là. Je ne vais pas m'embêter avec un service qui vivote, voilà. Alors que j'ai des choses efficaces qui marchent et que je peux être à la pointe directement. Mais c'est un choix, et si on a un CEO qui est braqué comme ça, que c'est impossible, et qui pense, je ne sais pas pour quelle raison, que si c'est un serveur d'un plutôt que l'autre, aussi sur territoire suisse, c'est mieux, voilà, c'est libre à chacun. Avant de développer ça, j'imagine qu'Infomaniac, ils ont fait leur business case, puis jugé qu'il y avait un marché à prendre. Alors le marché, c'est celui de la perception pour moi. C'est culturel. C'est qu'en Suisse, c'est vraiment ça. Le Suisse made pour la Suisse, c'est quelque chose, que ce soit dans tout, mais pas que dans l'informatique. Donc c'est quelque chose, c'est une vague sur laquelle il sort. Mais c'est difficile parce qu'après, on a les étudiants qui sortent de l'EPFL. Et puis si on dit, j'ai pas Azure, j'ai pas Google Cloud, j'ai Exoscale. Ils disent cool, je vais voir ailleurs. C'est aussi ça, quoi. C'est tellement des outils qui sont comme les OS, au même titre des OS, tellement bons. Si on a une formation, il y a quelqu'un qui est très bon en Azure, en Google Cloud et autres, voilà, il est efficace sur le terrain, tandis que évoluer avec d'autres, c'est compliqué. C'est un peu plus, voilà. Il y a du pour et du contre, mais voilà. Une dernière petite question, parce que moi c'est la première fois que j'avais loupé la première présentation, puis je suis en détail la vidéo et tout. Si on veut vraiment prendre tout ça en main, commencer à zéro, puis j'ai vu qu'il y avait un README, tutoriaux sur la partie là, qui est téléchargeable. Ouais. C'est quoi la meilleure approche, le plus simple? Le plus simple, c'est de prendre le repo Git que j'ai fourni, prendre le fichier AI Workflow et de le copier là où on veut commencer à faire des workflows. Tu nous as envoyé le lien? Je pense que oui, sinon... Il est dans le post LinkedIn. Il est aussi dans le post LinkedIn peut-être, mais sinon c'est sur mon GitHub, c'est Bardine. Voilà, mais il faut juste copier ça, puis après on a la factory.
Donc les workflows pour créer d'autres workflows. Après, soit on suit la méthode puis on dit non, je ne veux pas faire refactory, je veux faire moi-même. Ça va aussi, hein, puis je vais faire son fichier d'instruction à partir du template, il y a aussi le template. Mais après, ça va très vite, comme on l'a fait là. C'est un peu... Mais quand on voit quelqu'un qui le fait et qui a l'habitude de le faire, ça a l'air tellement Ah oui, on oui. se retrouve à la Mais c'est- maison, on se dit, bah, où est-ce qu'on commence? C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que... Ça commence par copier-coller. Voilà, ouais, C'est ça, c'est vraiment commande I, ouvrir composer et copier-coller le run, et puis remplacer les instructions et faire entrer. C'est à peu près ça, quoi. Mais il y a un petit peu de savoir-faire, ouais, un tout petit peu. Ouais. Ça paraît plus complexe que ça l'est parce que c'est une interface de codeur où il y a beaucoup d'éléments, mais il y en a peu qui sont utiles pour nous, enfin pour la plupart des choses. Excellent, en tout cas merci beaucoup Jean-Edouard pour cette belle présentation. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mais on peut les faire aussi de l'autre côté. Donc il y a les pizzas qui viennent d'arriver, il y a quelques bières, du jus d'orange, de l'eau. Maintenant c'est le moment de se détendre un petit peu, donc on passe de l'autre côté et puis on continue la discussion, ça va pour vous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi merci à Demo Health d'avoir mis les locaux à disposition. On mettra sur la vidéo.